Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en juillet 2025 et c'est l'épisode 419. Il y a de l'avancée de l'intelligence artificielle, y compris pendant l'été. Il y a plein de sujets aussi qui ont tourné dans l'actualité des nouvelles technologies que je vous ai compilés et pour lesquels on va pouvoir échanger. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve pour m'accompagner, pour illustrer ce on de la discussion, un youtubeur, chroniqueur tech et autres spécialités geek et pop culture, c'est Gaëtan. Salut Gaëtan, comment vas-tu ? Très bien, salut Guillaume, parfaitement, c'est bel été. Est-ce que Chaud. tu passes justement un bel été ? Quelles sont tes innovations tech de l'été ? De quoi tu profites ? Je continue à tester, bricoler, rectifier, retester. Là, le grand jeu du moment, c'est la voiture électrique. Ok. Rien à voir avec l'été. Donc, donc je teste un petit peu les moyens et longs trajets pour un peu ce que ça donne. Bon, très bien. Et c'est vrai que ça dépend un peu des constructeurs et ça dépend un petit peu des systèmes embarqués selon la voiture qu'on a. C'est plus ou moins facile, on va dire. Mais bon. Ouais, et puis ça permet de tester juste par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit un peu partout. C'est vrai. De le tester à l'usage, voir ce qui fonctionne réellement bien et ce qui est un peu plus compliqué, on va dire. Dans des conditions réelles. Allez, on va juste citer les personnes qui ont accepté de nous soutenir et de soutenir Tech Café. Sur Patreon, Benoît Bouillard, Richard Clark, Christophe Cano, Ilias Rémili, Zalo, Céréal CH et Dominique. Merci beaucoup à vous de vous être inscrits pour la première fois sur Patreon ou d'avoir renouvelé votre abonnement Patreon pour Tech Café. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent depuis le Covid et qui ne sont jamais venues s'abonner. Pour le coup, si jamais vous ne souhaitez pas vous abonner, il n'y a pas de souci, vous ne le ferez pas, il y a vraiment aucun problème et je suis ravi de savoir que vous continuez à écouter Tech Café depuis aussi longtemps. Mais si depuis le Covid, vous vous dites « Ah, il faut bientôt que je soutienne Tech Café sur Patreon », il est temps de passer à l'action parce que croyez-moi, le temps passe vite. Et puis je vous invite aussi, c'est une petite nouveauté de ces dernières semaines, à vous abonner à la newsletter de Tech Café. Vous allez sur techcafé.fr, vous avez un petit champ de saisie dès la page d'accueil sur lequel vous pouvez inscrire votre adresse email et vous avez un email chaque semaine qui vous redonne de manière extrêmement compilée tous les articles qui ont servi à la veille des épisodes de Tech Café. Et même cette semaine, je vais compléter ce mail d'autres sujets de veille qu'on ne va pas traiter dans l'épisode parce qu'on ne va pas pouvoir tout aborder. Donc si vous voulez vraiment un mail synthétique avec plein d'articles à consulter, avec un petit résumé pour chacune des pages, eh bien rendez-vous sur techcafé.fr et saisissez votre adresse email pour vous abonner à la newsletter. Et puis, je vous invite, comme d'habitude, à commenter les épisodes sur techcafé.fr. Il y a un article qui accompagne chaque épisode. Et puis, vous pouvez même discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, où on est évidemment ravis de vous retrouver. J'en profite aussi pour rebondir sur un autre podcast, c'est La Voix de Guillaume, que j'ai relancé depuis quelques semaines maintenant. Je fais un épisode chaque jour, je raconte un peu ma vie, c'est un vlog audio quelque part. Et puis, j'ai eu des interactions, en particulier sur un sujet. Je me disais que c'était intéressant de vous en toucher un mot. Donc déjà, si vous voulez suivre La Voix de Guillaume, abonnez-vous. Il suffit de rester dans votre app de podcast et je vais mettre aussi le lien dans les notes de l'épisode. Mais vous pouvez donc consulter quelques petites infos qui ne sont pas forcément de la tech, mais parfois ça m'arrive d'en parler un petit peu. Et j'ai parlé de la capacité de s'affranchir de WhatsApp. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Gaëtan, tu utilises WhatsApp et si tu cherches ou pas à t'en affranchir. Je ne sais pas quel est ton lien avec WhatsApp. WhatsApp, j'utilise juste en termes de subi. Ouais. C'est pas un truc sur lequel je me suis précipité. Ouais. Donc, dans les usages de mon entourage, oui, ça le devient de plus en plus. Des fameux groupes famille, des groupes d'intérêts diverses et diverses. Oui. Mais c'est pas mon grand truc. Je suis plutôt fan de iMessage, par Ouais. exemple, sur Apple. Mais voilà. Donc, et puis, le problème, c'est que plus tu as des applications de partage de communication, plus à un moment donné, tu sais plus avec qui et comment parler, communiquer plutôt avec une personne. Entre les directs messages sur Instagram, le iMessage à droite, le truc de WhatsApp à gauche. C'est vrai que c'est devenu vraiment un poulpe à suivre chaque jour. Et moi, j'aimerais bien effectivement m'affranchir et j'ai mené ma petite réflexion, notamment aussi pour m'affranchir un petit peu d'un service, d'un géant du numérique qui est WhatsApp, qui est rattaché à Meta. Et ma réflexion portait sur dans quelle mesure est-ce que le RCS ne pourrait pas remplacer maintenant ces usages-là. Alors, j'en arrive à la conclusion que non. Voilà, je vous fais un spoiler, vous n'aurez pas écouté les épisodes de La Voix de Guillaume en entier. Mais je me suis quand même posé
poser la question. Et puis, le RCS, c'est quand même un truc sympa qui est arrivé, surtout que maintenant, il est disponible chez tous les opérateurs. Et aussi, si vous avez un iPhone, c'est principalement ça, hein, la petite nouveauté de ces derniers temps. Et le RCS vous permet de remplacer le SMS de manière transparente. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça pour l'activer. Mais le RCS vous permet d'avoir des conversations un petit peu enrichies et surtout des conversations de groupe. Quoi de plus insupportable quand on envoie un SMS dans un groupe d'avoir une réponse juste d'un destinataire qui vous répond qu'à vous et les autres ne voient pas la réponse. Perso, ça m'insupporte. Et donc, en tout cas, j'en arrive à la conclusion dans mon podcast La Voix de Guillaume qu'on ne peut pas facilement remplacer WhatsApp parce qu'il y a cette espèce de pression sociale avec les groupes de sport, avec les groupes de famille qui font que finalement, on ne peut pas trop s'en affranchir. Mais surtout, j'ai une petite réaction d'un auditeur qui me disait qu'il voulait apporter une précision qui est finalement pas très connue et je voulais l'apporter à votre connaissance. Je le cite, même si le service RCS peut être instancié par chaque opérateur, dans la plupart des cas, il s'agit d'une plateforme Google qui fait tourner le système, contrairement aux SMS, MMS qui sont vraiment des technologies qui sont portées par les opérateurs. Donc voilà, imaginez un Orange, un SFR, un Bouygues, un Free, ils ont leur instance qui est souvent, pas dans tous les cas, mais souvent portée par Google. Et donc forcément, si utiliser le RCS permet de supprimer un service méta avec toutes les réserves que j'ai pu mentionner, me dit-il, il ne permet pas de s'affranchir totalement des big tech américaines. C'est vrai que quand on se pose la question de s'affranchir de ces services, on sent qu'on peut peut-être avoir une première approche pour s'en affranchir, mais très très vite, les services qu'on utilisent eux-mêmes des services des géants du numérique. Un peu compliqué. Oui, alors j'ai regardé vite fait parce que j'étais étonné aussi de cette. Alors je connaissais pas du tout le système et je m'étais pas penché sur la question. Et en fait, j'ai un petit peu creusé pour compléter ça. Et en fait, il s'avère que Google effectivement fournit un service RCS. C'est pour tous les opérateurs utilisateurs Android si l'opérateur n'est pas compatible. Ah, Et ok. apparemment, si tu prends en France, alors, à creuser, parce que je sais pas, j'ai fait une petite recherche internet assez rapide et pour essayer de faire une Perplexity pour pas le nommer. Et en fait, par exemple, en France, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile, ils exploitent leur propre serveur RCS. Donc apparemment, ce serait malgré tout pas chez Google, mais ça reste centralisé quand même sur un serveur d'un tiers. Ouais, ok, bon écoute. Bon, donc en tout cas, prenez des pincettes, merci pour la précision Gaëtan. Juste pour préciser, tu me dis quand tu as regardé Perplexity, tu es allé vérifier les petits liens derrière pour vérifier que tout ça était avéré, etc. Tout à fait, oui. tout à fait. Non, mais en vrai, moi j'utilise de plus en plus Perplexity, oui. Effectivement, et je vais derrière rebondir sur les articles qu'il utilise en source. C'est honnêtement hyper pratique. Sans autre forme de procès, passons au sujet de cet épisode de Tech Café estival. Donc évidemment, l'actualité tech n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on a, j'en sais rien, en septembre ou pendant les salons, mais vous allez voir qu'il y a des petites choses à aborder, notamment une tendance qui se confirme avec cet été, c'est le vibe coding. Le vibe coding, c'est ce procédé qui vise à dire qu'on développe un service, une application, mais on code pas avec ses petits doigts, on n'écrit pas avec ses petits doigts sur le clavier le code, mais on va utiliser une intelligence artificielle générative pour faire le boulot à notre place. Et puis on va commenter comme ça, dialoguer avec une intelligence artificielle générative. Alors pourquoi j'en parle ? C'est qu'il y a un monsieur que vous connaissez probablement qui s'appelle Jack Dorsey, qui a été un des cofondateurs de Twitter et qui s'est mis dans la logique de développer plein de services en vibe coding. Il expérimente comme ça à titre perso. Et alors il a sorti 2 apps coup sur coup assez récentes. La première, c'est BitChat, qui est une application de conversation par Bluetooth. Donc, vous allez me dire, c'est vite limité, certes, mais en fait, ça utilise le Bluetooth pour faire une espèce de maillage de pair à pair pour avoir des communications qui ne passent pas par les réseaux traditionnels, qu'ils soient web ou des opérateurs de téléphonie mobile. Et donc, évidemment, c'est des technologies qui sont hyper prisées. On a pu en voir d'autres, des technologies de ce type, notamment en Chine. Je crois me rappeler à Hong Kong à l'époque, quand il y avait des manifestations, parce que, évidemment, ça ne permet pas au gouvernement de traquer les conversations. On ne peut pas bloquer non plus des échanges sur les services de messagerie quand ils sont de pair à pair et qui ne dépendent pas d'opérateurs. Et donc, il a lancé cette application BitChat, alors en test dans un premier temps. Et puis, patatras, quelques jours après, je crois quelques semaines ou quelques jours après, il a lancé une autre application Jack Dorsey, là aussi développée avec du vibe coding, qui est une application, alors beaucoup plus humble pour le coup, mais c'est intéressant quand même, ça s'appelle Sun
Day en 2 mots et qui permet de suivre votre exposition au soleil, notamment votre exposition aux UV et puis d'essayer de mesurer un peu la quantité de vitamine D que vous pourriez avoir. Je pense, encore une fois, c'est un peu plus une preuve de concept, peut-être encore même plus que pour BitChat, le fait de développer cette application, parce que je suis pas certain que dans le temps, ce soit véritablement quelque chose qui soit utilisable. En gros, ça vous dit, voilà, vous êtes à tel endroit, si vous avez telle exposition UV, et si vous restez tant de temps, eh ben, vous allez cramer, quoi. En gros, vous allez avoir un coup de soleil. Et puis, si jamais vous voulez mesurer votre vitamine D, vous pouvez dire, bah, vous lancez le petit timer dans l'application à l'endroit où vous êtes, et puis vous arrêtez quand vous n'y êtes plus, et vous avez mesuré votre exposition, enfin votre captation, votre génération de vitamine D. Bon, tout ça évidemment assez limité, mais c'est une vraie tendance qui continue à se développer et qui l'illustre lui dans ses process de développement. Problème, évidemment, ce serait trop simple si c'était si merveilleux. Il y a des soucis avec le vibe coding et en fait l'expérience de Jack Dorsey le met bien en lumière, notamment la fameuse application BitChat qui est censée et qui était présentée au départ comme étant plutôt très sécurisée. Bah, finalement elle a des gros problèmes de sécurité, notamment le fait que des experts en sécurité ont pu très très vite se rendre compte qu'il était possible d'usurper une identité et donc de récupérer un certain nombre de conversations avec notamment l'accès à la mémoire tampon de l'application. Donc bon, des vraies limites qui sont quand même un petit peu gênantes. Et puis il y a une deuxième anecdote qui est toujours dans la lignée du vibe coding qui va rebondir sur le fait qu'il y a très très vite des limites. Est-ce qu'il est nécessaire de le démontrer autant que ça? Je n'en sais rien, mais enfin relayons quand même l'actualité telle qu'elle est. C'est un article qui a été diffusé là sur Frandroid avec un relais de Cassim où il explique qu'il y a une personne qui est ingénieure dans une entreprise qui a fait appel à un service de vibe coding, Replit, et donc il était hyper content. En plus c'est marrant parce qu'il a documenté sa démarche et au début il a dit waouh, c'est incroyable, vous pouvez créer une application simplement l'imaginant dans un prompt, au moment où vous cliquez sur déployer, où votre création est mise en ligne, c'est une véritable décharge de dopamine. Donc franchement ça fait vraiment rêver. Quelques jours après, malheureusement, patatras, il s'est rendu compte que la base de données était complètement vide. Il a dialogué avec l'IA qui a reconnu effectivement avoir lancé des instructions vis-à-vis de la base de données qui ont effacé tous les contenus. Et d'ailleurs, l'IA qui s'excuse platement, qui dit comment elle a fait pour vider la base de données. Évidemment, c'est contraire aux instructions et aux prompts systèmes qui sont donnés à cette IA pour le développement. Bah, enfin, ça fait tâche quand même. Et évidemment, l'entreprise a communiqué derrière en disant qu'ils allaient mettre en œuvre un certain nombre de mesures correctives. Il était avancé le fait que l'accès à la base de données était vraiment cloisonné par rapport à la génération de code. Enfin là, c'était pas le cas. Moralité, si jamais vous voulez peut-être vous amuser à développer avec des IA, bah, allez-y. Il y a des services qui vous permettent de le faire et après tout, c'est plutôt chouette. Ne leur faites peut-être pas une confiance aveugle. Je sais pas d'ailleurs dans l'histoire si jamais ils ont réussi à récupérer les données liées à ce qui a été à ce qu'il y avait avant le vidage de la base de données. Mais enfin, ça fait quand même des expériences assez douloureuses, Gaëtan, non? Ah oui, bah c'est les apprentis sorciers, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ils font muse. Et l'avantage aussi de Jack Dorsey, c'est qu'en fait, lui, il a une notoriété. Donc, en fait, il y a une exposition médiatique beaucoup plus forte. Mm. Mais ce qui fait, beaucoup doivent le faire de leur coin, bien évidemment. Mais effectivement, pour l'instant, l'IA n'est pas prête de supplanter les développeurs et les bonnes idées d'intégration globale d'une application. C'est certain. T'as eu des expériences, toi? T'as voulu tester un petit peu, de développer même des morceaux de code avec de l'IA ou Oui, pas? oui, 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 alors c'est pas de l'application, mais c'est de faire des automatisations avec un peu de code. Alors moi, j'y connais rien du tout, enfin, je suis pas du tout un développeur, donc ça m'a généré quelques lignes en Python. Alors c'était déjà il y a peut-être un petit moment déjà, il y a peut-être 6-9 mois. Depuis, ça a beaucoup évolué. Et puis au final, bah, il y avait des bugs dedans et j'ai même compris certains bugs. Donc en fait, ça permet pas mal de comprendre du code et de s'initier un petit peu à ce monde-là. Mais au final, ça n'a pas abouti. Des choses qui marchaient, mais pas tout. Et puis quand tu reprends derrière, enfin bref, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est hyper, enfin pour terminer là-dessus, c'est hyper enrichissant c'est grisant même de dire tiens, fais-moi un code, ce programme-là, puis on voit, teste-le, on voit que ça fonctionne. Ah bah c'est pas mal. Et puis affine ça, puis voilà, ça commence à partir en cacahuète. Mais c'est vrai que je peux comprendre le développeur qui dit, enfin la personne qui dit ah, c'est bon, j'ai trouvé
Le Saint Graal. J'adore quand il parle de son choc de dopamine parce que le Ah ouais. truc livre. Et j'avoue, hein, il y a un côté sans doute extrêmement grisant, mais enfin bon, moralité, effectivement, peut-être servez-vous-en, moi j'ai envie de dire, peut-être pour de l'expérimentation, pour de l'apprentissage. Remplacez pas vos systèmes, vos process de développement de services en bonne et due forme dans l'entreprise par ça, quoi. Parce que le shop de dopamine, je pense que c'était pas le même quand il s'est rendu compte que la base de données était plus là. Et Ouais, ouais, là bah, pour le coup, ouais, c'est la crise d'angoisse plutôt. C'est la crise d'angoisse. l'ascenseur émotionnel très fort. Là. C'est l'ascenseur émotionnel, effectivement. On va continuer à parler avec l'actu de cet été. L'actu de cet été, c'est aussi ce qui se passe dans le monde de Musk. De toute façon, Elon Musk, il est là pour nous occuper toute l'année. On a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, une première chose à relayer, peut-être très rapidement, mais ça mérite quand même d'être souligné, c'est le fait que Linda Yaccarino, qui était la CEO qui avait recruté Elon Musk pour diriger X, anciennement Twitter, démissionne. Je comprends toujours pas comment cette personne a pu rester 2 ans compte tenu de l'environnement de travail qu'elle a dû avoir, compte tenu de, je pense finalement, sa faible valeur ajoutée. Enfin, j'imagine bien qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle a eu beaucoup de représentation de X, mais enfin, je peux pas m'empêcher de me dire que d'être CEO d'une entreprise de Twitter avec un peu de notoriété, ça doit pas être évident. Donc, en tout cas, elle s'en va. Et puis, il y a un platonique merci pour ton travail de la part d'Elon Musk qui laisse assez songeur sur la perception qu'il a de cette situation. Pas de regret. Pas de regret. La question ultime, c'est qui arrivera après. Je ne sais pas. Autre chose, c'est évidemment Grok qui va nous intéresser. Grok qui a eu plusieurs actualités là, durant ces derniers jours et ces dernières semaines. D'une part, problème de Grok, il a commencé à devenir aussi, voire plus sulfureux qu'Elon Musk, clairement dans le cadre de conversations, puisqu'on peut le solliciter à travers X, on peut carrément le mobiliser pour lui solliciter, lui poser des questions. Évidemment, les conversations sont publiques, et il a commencé à louer l'efficacité d'Adolf Hitler. On devrait s'inspirer de son savoir-faire, encourager à voter Marine Le Pen, et avoir des propos extrêmement gênants. Il a même eu des propos qui entretiennent des propos conspirationnistes, complotistes, et notamment de la présence de juifs qui domineraient la société. Enfin, vraiment des trucs qui sont vraiment dégueulasses. Grand jeu, la totale, quoi. Il a fait la totale, notre ami Grok, et il semblerait qu'il y ait une mise à jour de Grok par Elon Musk pour qu'il soit moins politiquement correct et qu'il soit plus politiquement incorrect et qu'il soit moins biaisé. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet inverse que ça crée et c'est quand même hyper problématique. Alors, ils se sont un peu excusés quand même derrière sur les soucis que ça avait pu créer, mais c'est quand même un précédent et puis ça reste dans la droite lignée de ce que nous propose Grok avec Elon Musk. Et puis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le fait qu'on s'est rendu compte que Grok avait tendance dans ses descriptions de réflexion, avec les modèles de réflexion où il explique ce qu'il est en train de faire, beaucoup s'appuyer sur ce que dit Elon Musk. Donc, c'est clairement dans les instructions. C'est je vais voir ce que dit Elon Musk au sujet du conflit entre l'Ukraine et la Russie, par exemple. Évidemment, c'est hyper problématique à plein de niveaux de s'imaginer qu'une intelligence artificielle puisse aller puiser dans les propos d'une seule personne qui est le dirigeant pour aller étoffer ses propos. Et c'est vraiment plus que jamais la preuve que c'est une incarnation des lubies de ce personnage. Donc vraiment, faites super gaffe si jamais vous êtes amené à utiliser Grok. Et vous serez peut-être encore plus amené à utiliser Grok parce que, en plus, le pire, c'est que ça évolue. Il y a la version 4 qui arrive et qui a été annoncée, qui est disponible pour l'instant aux personnes qui sont abonnés payants et qui a des sacrées évolutions et qui évidemment bat une nouvelle fois les records, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle qui arrive pour être encore plus performant, pour arriver à battre encore mieux les défis de connaissances. Et puis il est enthousiaste, Elon Musk, puisque il annonce une roadmap, un plan de route où il sera question demain de générer des films en entier avec intelligence artificielle, d'arriver à savoir si un projet de jeu vidéo est fun ou pas, d'arriver à s'implémenter avec l'Unreal Engine pour développer un jeu vidéo. On imagine évidemment qu'il a beaucoup d'enthousiasme derrière. Je termine avec des micro-actualités autour de Grok.
puisqu'il y a un projet qu'a Elon Musk, il l'a annoncé via un tweet et puis il dit que c'est prochainement, donc en fait peut-être que le truc verra le jour dans 3 ans, enfin bon, on peut jamais savoir, mais en gros il y a un truc qui est encore plus inquiétant compte tenu de ce qu'on développe là, c'est le fait qu'il va y avoir un grok pour les enfants, un baby grok. Donc, Ouh. déjà, quand on connaît YouTube et YouTube Kids et les limites que ça pose et la dangerosité que ça peut amener, je n'ose même pas imaginer ce que pourrait amener un baby grok destiné aux mineurs. Bon, j'imagine que les environnements de régulation et législatifs en Europe vont très très vite nous protéger de tout ça. Mais enfin bon, il y a Grok qui débarque dans les Tesla aussi. Donc les Tesla à partir de 2022, celles qui ont les capacités qui vont bien avec les processeurs Ryzen d'AMD. Donc on va pouvoir interagir avec Grok. Alors il faut dire que l'assistance, l'interaction vocale sur les voitures Tesla sans Grok, c'est vraiment catastrophique. Il ne reconnaît rien du tout. Et donc j'imagine que beaucoup d'utilisateurs Tesla seront très enthousiastes d'avoir Grok qui va débarquer sur leur Tesla. En plus, ils pourront mettre une personnalité, hein, s'il veut avoir quelqu'un de convivial. Voilà. Exactement, par rapport aux déclarations, c'est nickel. Voilà, c'est ça. Tout ça mis en parallèle, vous voyez, vous commencez à imbriquer les news entre elles et vous allez voir que c'est parfaitement rassurant. Bon, le Grok va pas conduire la voiture, mais en tout cas, vous allez pouvoir interagir avec. Et puis, enfin, un dernier truc que je voulais préciser. Je sais plus ce que c'est, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas si tu utilises Grok, toi, Gaëtan. Non, absolument pas. Et je m'interdis de le faire. Ouais. Enfin, je m'interdis de le faire dans le sens où, c'est X, enfin, ex-Twitter, déjà, j'ai dégagé et non, ça m'intéresse pas. En fait, comme je suis comme je suis plus, moi, sur une utilisation IA produit fini, quelque part, je vais pas dire que j'attends de voir quel va être le meilleur et quel va être vraiment dans le temps, celui qui va vraiment prendre le dessus sur tout le reste et les usages concrets qu'on peut en avoir tous les jours. Mais donc, je teste un petit peu, mais Grok, non, non. Moi, j'avoue que je suis comme toi. Je l'ai testé quand même. Je le teste quand même assez régulièrement par curiosité, mais j'en fais pas un outil effectivement avec lequel je m'inscris dans le quotidien. J'ai retrouvé le dernier truc qui manquait à cette veille indispensable, Gaëtan. Il faut absolument qu'on explique qu'il y a désormais dans l'application Grok, si tu la lances sur iOS, le petit avatar qui va bien, qui a une personnalité qui peut te servir de petite amie virtuelle qui te drague et qui prétend être amoureuse avec une espèce de rendu comme ça manga, et donc tu peux. Je vais l'installer alors. Ah bah voilà, ça te donne une motivation, tu vois, Gaëtan, ça va te donner une envie de l'installer. Non, faites pas ça. Mais il y a en tout cas la personnalité. Donc c'est une jeune fille de 22 ans. C'est des prompts, hein, les systèmes prompts qui sont demandés, donc les instructions globales pour lui donner la personnalité. Une fille de 22 ans qui est blonde et belle, en robe noire simple, qui est girly, mignonne, avec un style gothique alt fashion, qui vient d'un village sans importance, qui crée un imaginaire de naïveté et d'innocence. Et en fait, en gros, tout est tourné pour que ça vous drague très très vite. Voilà. Même ça, c'est malsain. Mais oui, bien sûr. Même ça, que tu as un avatar, un personnage virtuel qui devienne un compagnon, ça peut être aussi bien un chat, un chien qu'un dragon à 8 pattes. J'en sais strictement rien, ce que tu veux. Un aspirateur robot qui te parle. Je fais des parallèles sur plein de podcasts. Hein. Mais bon, automatiquement, que ce soit un personnage de manga, une jeune fille blonde, enfin, bref. Ouais, j'avoue, c'est un peu. Alors, il y a un autre avatar aussi. Il y a l'avatar renard, je crois. Ah ben voilà, c'est déjà mieux. Donc voilà, avec l'avatar renard, vous aurez la possibilité d'avoir quelque chose peut-être de plus consensuel. Est-ce que ça intéresse beaucoup ? Je suis pas certain, mais bon. Shipper, arrête de shipper. Ouais. Effectivement. Autre sujet qui va être intéressant à couvrir dans le cadre de cette photographie de l'actualité des nouvelles technologies de l'été, c'est cette tendance qui vise à rapprocher l'intelligence artificielle générative de la recherche. Et là, on a des choses qui avancent. On a notamment Perplexity qui a présenté Comet, donc c'est son navigateur, et qui vise tout simplement à être un concurrent de Chrome. Donc l'idée, c'est que vous avez à la place de Chrome une application qui s'appelle Comet et donc qui tourne avec les services de Perplexity. L'enjeu, c'est de pouvoir, disent-ils, changer notre manière de consommer le web. Donc, ça me laisse relativement songeur. J'ai l'impression que ça enfonce le clou qu'on a déjà décrit durant les derniers épisodes. C'est que le web est doucement mais sûrement en train de mourir dans sa conception traditionnelle avec les URL, les accès au site web, les clics avec les liens hypertextes et que tout cela s'oriente vers du conversationnel. Donc, il y a une vidéo qui a été diffusée. Il y a la possibilité d'accéder en avant-première à Comet si vous faites partie
des abonnés à très très cher du nouvel abonnement, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à $200 par mois. J'ai l'impression que maintenant tous ces services-là cherchent à avoir des abonnements à $200 parce que sinon ils ne rentabilisent pas assez leur Perplexity Max. Perplexity Max. Merci. Alors à chaque fois c'est Max ou Ultra, hein, de toute façon, cherchez pas. Pro. Pro, Max Éton- ou Ultra. Pro Étonnant. c'est 20 balles et pour que ce soit à 200 balles, il faut que ce soit Ultra ou Max ou Ouais, Ultra. exactement. Voilà. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d'attente pour Perplexity et puis essayer un jour, espérer un jour d'avoir un accès à Comet. Et c'est pas les seuls. Il y a évidemment, on l'avait déjà un petit peu abordé, mais il y a OpenAI qui est aussi en train de développer un concurrent à Google Chrome et aux autres navigateurs avec une application dédiée. Donc là aussi, avec la possibilité d'avoir une interface de dialogue plutôt qu'une interface de clic telle qu'on la connaît. Et puis, plus proche des annonces concrètes qui ont pu être faites, il y a aussi OpenAI qui a annoncé ChatGPT Agent. Alors, on avait déjà parlé d'Operator, qui est cette espèce d'interface qui, justement, intègre un navigateur et qui permet d'aller naviguer sur des sites web avec des instructions. Et bien là, c'est un mix entre ça et la recherche approfondie et d'autres interactions techniques. Et l'enjeu, c'est d'avoir une interface d'agent qui va pouvoir répondre à vos instructions en allant tout à la fois consulter le web, pouvoir exécuter des instructions sur votre ordinateur et puis pouvoir développer finalement plein de choses que vous pourriez faire vous-même humainement à la main et là qui vont pouvoir être automatisées. L'enjeu, alors déjà, c'est pas de l'avoir tout de suite, ils sont en train de le développer, même s'il est disponible pour les abonnés Pro, Plus et Team, mais pas en Europe. Voilà, allez pas chercher tout de suite, c'est pour l'instant principalement en dehors de l'Union européenne, parce qu'à mon avis, il y a des enjeux légaux à cerner avant de mettre à disposition tout ça pour le grand public. Mais ça arrive, en tout cas, ça arrive de très près, et donc on sent qu'il y a cette tendance autour de l'interaction avec les intelligences artificielles qui est très balbutiante, qui est très lente, parce que pour l'instant, ce qui est en place, c'est très lent. On n'arrive pas à voir des choses qui sont complètement bluffantes au point que ça remplace nos actions du quotidien. Mais c'est quelque chose qui arrive de très près. Est-ce que tu y crois, toi, Gaëtan, plus que ce que tu utilises aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Est-ce que Google doit être inquiet, tout simplement? Google, je pense, est déjà inquiet depuis un petit moment et il dort beaucoup moins bien depuis quelques mois, voire quelques petites années. L'arrivée des agents IA, c'est plutôt... Enfin, pour moi, c'est la suite. C'est dans le sens de l'histoire de l'IA par rapport à ça. Par contre, il va falloir ouvrir ses chakras parce que même moi, le premier, je suis pas prêt à laisser une IA commencer à bricoler dans l'ordinateur. Ouais, Dans effectivement. PC. Parce que au même titre que je fais du code, pardon, et puis il va me détruire une base de données, tu vas me demander de te réserver un voyage et trouver les billets les moins chers. C'est tiens, c'est marrant, il m'a envoyé un SMS à ma belle-mère où, où il m'a supprimé tout mon historique. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, je suis pas du tout. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as plein de fonctionnalités intégrées les uns sur les autres. C'est très personnel aujourd'hui, un ordinateur, quel qu'il soit. Et moi, je suis pas prêt de donner la main. Alors, je suis peut-être très, très rétrograde entre ça et Grok. On va me dire, tiens, là, il a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais non. Alors, l'autre, déjà, c'est moi. Mais non, surtout, c'est Peu de respect, s'il vous plaît. Non, ouais, voilà. Alors, à tester, bien évidemment, dans un environnement clos, etc., en termes de ce qu'on appelle la bac à sable. Mais alors, moi, je pense que c'est partie de l'histoire, effectivement. Et ça va pouvoir aider plein de monde. Notamment, je pense à tout ce qui est pédagogie sur ordinateur, comment je fais pour cliquer, tout ce qui est Et oui. des assistances de premier niveau, est-ce que tu as bien cliqué par la fenêtre, l'icône, etc. C'est quoi la fenêtre, c'est quoi l'icône? Le truc, ça prend la main, ça te monte, tu peux avoir tout un sujet pédagogique ou d'accompagnement qui peut avoir du sens. C'est là-dessus que moi, je vois le plus la chose. Ouais, c'est vrai, ça peut accompagner la pédagogie, c'est sûr. Je pense que la tentation sera grande pour tout un chacun de lui confier de plus en plus de choses, mais bon. Je termine. Le jour où quelqu'un arrive à faire du hacking avec ça, alors bien... Effectivement, j'ai de bonnes raisons d'imaginer que les experts en cybersécurité ont encore de beaux jours devant eux, voire même qu'ils vont devoir plus de créativité. Ouais. Oh, c'est clair. Google, ils sont pas en reste quand même. Il y a des trucs qui sont tout bêtes, mais que je trouve intéressants. Donc, ils croient encore en la recherche Google. Tu m'étonnes quand ton business et ton chiffre d'affaires dépend autant de la publicité liée à la recherche. Tu as sans doute envie que ça ne meure pas comme ça du jour au lendemain. Et ils ont un truc que j'ai trouvé plutôt cool qui arrive. Alors là aussi, pas pour tout le monde et pas tout de suite. Mais c'est la possibilité via Google Search d'aller, si t'es phobique du téléphone, d'aller cliquer
sur sur un lien en particulier dans Google Maps, tu vas avoir un certain nombre d'instructions qui vont être données, donc une interface de dialogue de type formulaire, tu vas donner tes instructions et le truc va appeler le commerçant tout seul à ta place et te renvoyer la synthèse par SMS et par mail. Mais en vrai, c'est trop bien, Gaëtan. Je sais pas si t'es comme moi, que t'as la phobie du téléphone et qu'à chaque fois que t'as une démarche que tu dois faire en effectuant un appel téléphonique, tu la repousses jusqu'à ce que ce soit plus possible de la faire. Mais c'est génial ce truc, non ? Oui, oui, mais de toute façon, généralement, quand tu appelles pour t'as un besoin particulier, ils te mettent en attente, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment. Donc, en fait, ça fait un peu l'arroseur arrosé. Tous ceux qui t'appellent, là, qui te démarchent, en fait, c'est le démarchage inversé. Et c'est pas mal, mais à terme, ça va tuer la communication téléphonique sur les services, en fait. On peut même s'imaginer. Parce qu'en face, ils vont être de l'IA. Ouais. On peut s'imaginer qu'effectivement, très très vite, on va arriver à cette espèce de vision de singularité qu'on a déjà décrite, qui sont les IA qui se parlent entre elles. Et puis nous, on aura peut-être une bribe de compte-rendu ou d'aperçu de ces conversations. Je ne sais pas si c'est souhaitable, effectivement, mais bon. On va continuer avec ce fameux phénomène de slop. Alors le slop, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est ce terme qui vise à décrire tout ce contenu un peu de basse qualité qui est généré par l'intelligence artificielle. C'est un terme qui est arrivé durant ces derniers mois et qui tend de plus en plus à être utilisé. Je l'ai vu pas mal dans les actualités, même hors tech. Et on a plusieurs sujets que je voulais relayer derrière tout ce qu'on peut faire avec ces IA. Là aussi, pour une photographie de l'actualité des nouvelles technologies en ce mois de juillet 2025. Déjà, on a sur notamment Spotify, mais en fait, je l'ai vu aussi arriver sur d'autres services de streaming musical. Est-ce que tu as déjà écouté, Gaëtan, ou est-ce que tu as entendu parler de Velvet Sundown ? J'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas écouté. Alors, Velvet Sundown, c'est du rock extrêmement plat, pas très fun, pas très très qualitatif à mon avis. Raté. Bon, en même temps, je dis ça, je reviens de quelques jours du concert d'Iron Maiden à Paris. Donc forcément, je relativise beaucoup ce truc. Mais donc en tout cas, qu'est-ce que c'est que Velvet Sundown ? C'est un groupe complètement fictif qui a diffusé pas mal de musique, mais qui a enregistré des millions d'écoutes. D'après les experts qui ont pu se pencher un petit peu sur la question, les experts à la fois mélomanes et technophiles, il semblerait que ce soit Suno, le service de génération de musique par intelligence artificielle qui soit derrière. De toute façon, il n'y en a pas 50 et ce serait fort possible que ce soit Suno. Ironie du sort, on s'est rendu compte, en fait, le groupe, toutes les communications qui étaient faites, les images étaient générées par IA, la musique fait très IA, donc il n'y avait pas trop de doute, c'était un peu un secret de polichinelle. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une personne qui a prétendu être derrière ce groupe en disant que c'était vraiment du contenu humain et en fait, il a même eu des interviews derrière dans des magazines de musique. Il a avoué après coup, dans la foulée, que non, il avait usurpé les personnes qui sont derrière les personnes qui sont derrière The Velvet Sundown, le groupe de musique. Et effectivement, donc c'est bien un groupe qui n'existe pas. Il n'y avait pas trop de doute, mais on a bien la confirmation. En tout cas, ça arrive au point d'avoir des millions d'écoutes. Donc là, c'est déjà un indicateur qui tend à montrer que c'est pas une tendance qui vise à dire toute la musique qu'on consulte, elle est probablement faite par IA. C'est pas du tout le cas, mais ça commence à suffisamment arriver pour que ça génère des millions d'écoutes et quelque chose me dit que c'est finalement pas prêt de s'arrêter. On a aussi Netflix qui a reconnu pour la première fois avoir diffusé... alors, je sais plus si c'est diffusé ou réalisé, puisque j'ai pas vu la série. Tu l'as vu, toi, l'Éternaute ? C'est la série non, qui pas encore. Ouais. Non. Elle a l'air, au passage, vachement bien. Ça sert de promo, du coup, et comme quoi, peut-être qu'ils ont raison de le faire, parce que finalement, en parlant de cet élément de construction de la série, ça donne, en tout cas pour moi, envie de le voir. C'est l'Éternaute. C'est une espèce de situation un peu post-apocalyptique ou apocalyptique, où tu as une espèce de froid un peu toxique qui débarque sur la Terre. Et bon, voilà. Classique, quoi. Un grand classique. Mais un grand classique. Après tout, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et ça donne vraiment envie de le voir au passage. Et en tout cas, il y a une scène qui a été faite. C'est une séquence qui montre un immeuble en train de s'effondrer à Buenos Aires. Les personnes qui ont bossé sur les effets spéciaux ont utilisé des outils d'IA et pour un résultat, je cite, incroyable, avec une vitesse remarquable. Ces effets visuels ont même été créés 10 fois plus rapidement que s'ils avaient été mis au point avec des outils et un rythme de travail classique. Ça représente pour lui, l'intelligence artificielle, une belle opportunité pour aider les créateurs de séries et de films à faire mieux, pas simplement moins cher. On n'est plus du tout dans
des propos qui visent à dire non, vous inquiétez pas, la création sera protégée pour l'humain. On commence à voir ça arriver, Gaëtan. Et en plus, c'est une série qui est sortie au mois de mai Ouais, 2025. ouais, Donc, on est au effectivement. mois de juillet, donc il l'annonce maintenant. Donc, depuis, enfin, je pense que la série n'a pas été tournée début mai ou fin avril. Donc, ça Ouais. fait un petit moment que c'est en cours. Donc, imaginez toutes les séries qui sont en cours de production chez Netflix, voire même les films, et pas que chez Netflix, ailleurs, du Prime Video, etc. Enfin, là, c'est ça, c'est les vannes, et c'est logique. Enfin, ça aurait été étonnant qu'ils résistent à la tentation de le faire. Et puis, ça va être comme un peu, même les effets spéciaux, etc. Ça va aller à un moment donné un petit peu trop loin. Ils vont revenir en arrière et puis il va y avoir un ajustement. Enfin, j'ose Peut-être. imaginer ça. Ouais, ouais, c'est possible. Tu sais d'ailleurs, c'est marrant que tu aies cette vision-là de ce qui pourrait arriver. Moi, j'ai commencé, plus le temps passe, je sais pas si c'est l'âge arrivant, tu vois, Gaëtan, ou la maturité de centaines d'épisodes de Tech Café derrière moi, mais je commence à ne plus être vraiment ni pour ni contre certains trucs, parce qu'en fait, c'est impossible. L'arrivée de l'intelligence artificielle pour améliorer les process de production de l'audiovisuel, ça paraît tellement évident. Après, de là à l'embrasser à 100% en remplaçant totalement les prestations d'artistes qui sont 100% humains. Tu vois, les doubleurs, par exemple, je trouve qu'il y a un vrai travail d'acteur. Et moi, aujourd'hui, ça m'embêterait qu'on remplace leur travail par des IA. Maintenant, si le doubleur, il a fait tout un travail de doublage d'un film et qu'il y a, au moment des derniers moments de la mise à disposition du film, des coquilles, des noms qui changent, des trucs qu'on a envie de corriger, au lieu de faire appel au doubleur et qu'il revienne enregistrer son truc dans le studio, qu'on puisse capitaliser sur ce qui a été enregistré pour corriger ce qu'il a fait, moi finalement j'arrive à me dire c'est fou, mais c'est au bénéfice de tout le monde quelque part. Mais bon, enfin c'est difficile d'arbitrer ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, c'est presque gênant d'être pour quand même. C'est bizarre. Ouais, mais tu peux, comme tu dis, à un moment donné, tu peux pas dire je suis contre l'IA. Si on part sur le principe, je suis contre l'IA et tout ce qui est IA, j'en veux pas dans ma vie. De façon simple, et ben tu vas vite retrouver sur un podcast tech, tu vas vite te retrouver embêté. Ouais, c'est clair. Mais même parce que l'IA, c'est pas que de la création, c'est des outils aussi d'amélioration du son, on a déjà parlé, des choses comme ça. Tu as plein de choses pour faire de la curation, même de la veille. Perplexity, c'est un outil d'IA. Donc, quelque part, ça reste des outils. C'est vrai. Et effectivement, le film 100% IA, c'est pas de mal la veille qui va sortir. Enfin, quand je dis un film, un vrai film, pas un truc avec des scènes. Elon Musk dit que ça arrive d'ici 2 ans, 2-3 ans. Ouais, possible, mais j'y crois pas, moi. Et quand bien même, tu as un film 100%. Tu vois, c'est comme les films 100% numériques où on fait maintenant tout ce qu'on veut en effets spéciaux. C'est pas pour autant que ce sont les meilleurs films. C'est vrai, c'est vrai. Il reste l'histoire, il reste l'émotion que tu passes, tu parles des doubleurs, je fais une petite parenthèse vite fait. Maintenant, tu peux générer des podcasts uniquement à la voix en faisant dialoguer ça avec Notebook LM. Ouais, Notebook LM. Quand tu écoutes, oui, il y a des intonations, oui, il y a des choses comme ça, mais tu sens qu'il manque de l'humanité. Tu sens qu'il manque un peu de passion dans ce qui est dit. Et ça va être très, très compliqué, à mon avis, de pouvoir le restituer. Voilà. Ouais, c'est vrai que alors, Notebook LM est probablement l'exemple qui est le plus parlant quand on écoute un podcast et quand on réalise des podcasts, parce qu'on se dit dans quelle mesure est-ce que les personnes vont être amenées à écouter des trucs qui sont générés par Notebook LM plutôt que des trucs qui sont vraiment dits par des personnes qui veulent dire des choses en incarnant les choses d'une certaine manière. Et ça me semble effectivement pour l'instant compliqué. Finalement, je suis en train de me dire, si quelqu'un utilise Notebook LM pour avoir des synthèses un peu automatisées de trucs très personnalisés, est-ce que c'est vraiment une concurrence d'un podcast tel qu'on le conçoit aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quelque chose qui rajoute à l'éventail des choses qu'on peut consommer finalement? C'est un peu l'audiobook personnel. C'est ça. C'est un peu comme ça que je le vois pour l'instant. Et moi, pour l'instant, je suis pas fan. Mais après, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça. Je rebondis sur désolé, je refais un côté marche arrière, mais sur la partie ton groupe de musique là, 100%. Velvet Sun. Ouais. Merde, j'ai manqué le nom, j'ai plus sous les yeux. The Velvet Sundown. C'est pas les premiers. Ah, il y avait quoi? Mini Vanilli dans les années 90. Donc le groupe ne chantait pas. C'était exactement le même principe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, finalement. Après, tout est affaire de proportion, de quantité de contenu qu'on va voir de cet ordre-là. On a par contre 2 trucs qui vont servir de limite à ce qu'on est en train de se dire finalement, je pense. La première chose, ça va être la transparence. Et là, on a Crunchyroll qui s'est fait prendre les mains dans le sac. C'est ça l'expression, Gaëtan? Prendre les mains dans le sac ou les mains dans le pot de confiture? Bon, bref, ils se sont fait attraper parce qu'il y a des sous-titres qui sont arrivés, qui commençaient par ChatGPT a dit : et là, il y a le sous-titre qui arrive. Alors, c'est un peu embêtant parce que d'une part, c'est pas très très bien amené, et surtout, il y a le PDG de Crunchyroll, Raoul Pourrini, qui avait pris parole en disant de l'IA dans les process créatifs, chez nous,
Jamais. Donc évidemment, ça la fout un petit peu mal. Donc je pense qu'un des enjeux numéro 1, ce sera la transparence. C'est aussi quelque chose, la transparence et puis la proportion d'usage qu'on peut en faire, qui a fait aussi polémique dans une vidéo de Squeezie, où il a illustré toute une partie mythologique avec quelques séquences de quelques secondes qui sont générées intégralement par de l'IA en vidéo. Et en fait, il s'est pris un bad buzz complètement terrible en disant « Attends, quand on est Squeezie, qu'on a les moyens comme toi, c'est parfaitement dommage de faire appel à une IA pour générer des séquences de vidéos illustratives plutôt que de faire appel à des vrais créatifs et à des véritables humains. » Et là aussi, quelque part, je peux le comprendre, surtout qu'il l'a utilisé pour illustrer quelque chose de très décalé, de très grotesque. Et quelque part, il n'est pas en train de dire qu'il fait toutes ses vidéos avec. C'est des séquences d'illustration pour lesquelles il utilise de l'IA. Et en même temps, je peux comprendre aussi des gens qui sont habitués et qui sont dans cette phase de transition où ils ont des créateurs très humains qui incarnent ce qu'ils produisent, qui sont en train de remplacer par petites touches le contenu qui est fait par de l'intelligence artificielle générative. Il y a un deuxième sujet d'illustration, de transparence, après la partie créative autour des sous-titres et des vidéos, c'est les publications scientifiques. Il y a un article, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode, comme tous les autres articles, mais qui montre à quel point il y a une espèce de raz-de-marée de contenu qui est généré par IA dans les publications scientifiques, et ça se voit parce qu'il y a souvent un certain nombre d'instructions du type réponse réécrite ou voici la manière dont je peux reformuler deux points. Enfin voilà, des petits artefacts comme ChatGPT a dit pour Crunchyroll, qui trahissent un petit peu la démarche. Et puis, je pense qu'il y a la deuxième limite d'utilisation, c'est le bon sens et le respect des gens. Et là, je rebondis juste sur cette publication LinkedIn, heureusement effacée par un manager de chez Xbox, qui a eu le bon soin de diffuser une publication LinkedIn. Donc, on rappelle un Microsoft, Xbox, Microsoft, avec tous les licenciements qui ont pu intervenir ces derniers temps, qui explique comment on peut utiliser l'IA, et notamment avec une instruction. Donc, il invite évidemment tout le monde à utiliser l'IA, et il dit, voilà, je vous donne un exemple de prompt, c'est « Je suis en train de me battre avec le syndrome de l'imposteur après avoir été licencié. Peux-tu m'aider à recontextualiser mon expérience professionnelle d'une manière qui me permette de me rappeler que je suis bon dans ce que je fais ?» Enfin, l'espèce de caractère complètement déplacé de la part d'un dirigeant de Xbox dans ces circonstances-là, de diffuser ce genre de choses, c'est fou. Enfin voilà, moi c'est les deux limites que je vois à ce stade, Gaëtan. C'est tout simplement la transparence et puis le bon sens et le respect des gens. Mais bon. En fait, tu as des outils qui te peuvent permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Si tu n'as pas le bon sens ou comme tu dis, le bon sens ou l'intelligence de l'utiliser, c'est du n'importe quoi. C'est clair, on est d'accord. Il y a peut-être aussi une autre limite à laquelle je ne pensais pas, mais je voulais vous en toucher un mot quand même, c'est la consommation de l'énergie. Alors voilà, c'est pas nouveau dans Tech Café, on vous explique suffisamment régulièrement à quel point la consommation d'énergie et les émissions carbone sont des enjeux pour l'utilisation de l'IA. En fait, l'utilisation croissante de l'IA entraîne à ces problèmes-là. Et quelques petits points de repère avec Microsoft, qui s'était engagé en 2020 à compenser l'ensemble de ses émissions de dioxyde de carbone depuis sa création d'ici 2050. Donc, en gros, ils disent, voilà, tout le CO2 qu'on a émis depuis que Microsoft existe, on l'aura compensé en 2050. Donc, ça laisse songeur. Ils ont quand même constaté une augmentation de leurs émissions de carbone de 23% à cause de l'IA. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles. Oui, parce que la promesse, c'était avant l'IA. Et la promesse était bien évidemment avant l'IA. Je pense qu'il ne la ferait plus maintenant. Il se mettrait trop de bâtons dans les roues. Et puis, du côté de la demande énergétique, il constate une hausse de 168%. Alors, on peut quand même mettre en lumière, et point, vous voyez bien mes petits guillemets positifs, il y a une augmentation de 168% de la demande sur le plan énergétique et une augmentation de seulement 23% pour les émissions de carbone. Donc peut-être que tout cela est généré de manière plus propre, ou peut-être que tout cela est compensé. En tout cas, évidemment, ne vous leurrez pas, c'est du vrai CO2 qui part. Et il y a Microsoft qui achète, c'est un procédé qui est bien connu maintenant, mais des compensations carbone. Et juste pour le clin d'œil,
d'œil parce que c'est une discussion qui est arrivée sur le serveur Discord de Tech Café et que je trouvais ça rigolo de vous le relayer. Mais il y a effectivement Microsoft qui dépense là pas loin de 2 milliards de dollars, 1,7 milliard de dollars. Enfin, c'est des projections, ça pourrait être beaucoup moins, mais 1,7 milliard de dollars de compensation. Et donc, en fait, ils payent une entreprise qui enfouit des trucs au fond de la Terre. Genre, enfin, c'est du caca, quoi. Littéralement, Microsoft est en train de dépenser des milliards pour que des entreprises enfouissent du caca pour compenser le carbone qu'il émet avec l'IA. Donc, ça laisse songeur. Dernier point, un enjeu aussi sur l'énergie, c'est en Chine. Je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça complètement ahurissant, avec un méga barrage qui leur coûte 170 milliards de dollars, c'est monstrueux, et qui va générer 300 milliards de kilowattheures d'électricité par an. Pour vous donner un point de repère, c'est l'équivalent de la consommation totale d'électricité du Royaume-Uni sur un an. Pour un barrage, alors bravo, hein, prestation incroyable de la part de la Chine. Petit point de réserve quand même, c'est que c'est un fleuve qui arrive, tu sais où, Gaëtan ? Il arrive en Inde, ce fleuve. Évidemment, les Indiens, ils sont pas hyper ravis de savoir qu'il y a un barrage qui va réguler l'arrivée de cette eau sur leur territoire. Et quand on vous disait que l'avenir, avec le réchauffement climatique, va passer aussi par des affrontements sur l'accès à l'eau, je pense que c'est une illustration très, très, très concrète, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour de l'IA ? Oui, si, un dernier sujet que je voulais partager. Est-ce que tu utilises WeTransfer, Gaëtan ? De moins en moins. Bon, tu utilises quoi à la place ? De moins en moins. J'utilise récemment maintenant les solutions d'Infomaniac. C'est transfert. Oui, par exemple, là-dessus. Après, pas mal aussi. T'as ton NAS aussi. J'ai mon NAS Synology. Et après, dans le cadre professionnel, on passe par Microsoft. Donc, mais ça reste malgré tout... je pense qu'on va reparler un petit peu plus loin de Microsoft. On va reparler de Microsoft après. Voilà. Mais WeTransfer, effectivement, c'est un outil qui est souvent utilisé dans les entreprises. C'est le réflexe des transmissions des grosses pièces jointes, qu'on ne peut pas faire en pièces jointes, et qui commence à être un petit peu décrié parce qu'elles ne sont pas intégrées dans les systèmes informatiques validés. Quand c'est pas bloqué, d'ailleurs. Mais WeTransfer qui a mis à jour ces conditions d'utilisation pour explicitement s'octroyer le droit de faire à peu près tout et n'importe quoi avec vos données, y compris entraîner des modèles d'intelligence artificielle avec des formulations de conditions d'utilisation qui ne laissent pas de place au doute sur le fait qu'ils allaient pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient avec vos données. Ça a été pointé du doigt sur les réseaux sociaux et à force de bad buzz, ils sont revenus en arrière. Petite anecdote, WeTransfer, c'est une société, c'est un service plutôt qui a été racheté par une société italienne qui a racheté plein de services et à chaque fois ils ont la même mécanique, c'est qu'ils rachètent des services. Je me demande d'ailleurs si c'est pas eux qui ont Audacity, j'ai un doute. Mais non, c'est automatique Audacity peut-être. Bon, pardon pour cette digression assez approximative, mais en tout cas cette boîte italienne rachète des services et réduit les coûts de manière monstrueuse et augmente les tarifs et en tout cas essaie de monétiser le truc le plus possible. C'est eux notamment qui avaient racheté Evernote et qui, je pense, achève Evernote selon les usages qu'on connaissait. Et donc, c'est eux qui ont WeTransfer. Ils ont quand même eu le bon goût de revenir en arrière. C'est quand même qu'il y avait un enjeu sur l'utilisation de WeTransfer, finalement. Mais voilà, on peut être rassuré sur ce qu'on peut partager dans WeTransfer ou pas, parce qu'il y avait déjà des éléments dans les conditions d'utilisation qui montraient qu'on pouvait déjà, quelque part, exploiter les données, même si ce n'était pas pour l'entraînement de l'intelligence artificielle. Et effectivement, l'enseignement, il est simple. C'est que si vous travaillez en environnement d'entreprise ou si vous avez des besoins d'échange d'éléments un peu confidentiels, évitez WeTransfer. Et donc Audacity appartient à Muse Group, qui est un groupe russe. Ah, magnifique, je suis parfaitement rassuré, tu vois, c'est pas ce groupe italien qui va monétiser les choses à l'excès, c'est juste un groupe russe. Très bien. On va pouvoir passer à une deuxième partie de cet épisode, mais juste avant, je voudrais en profiter parce que j'ai un message à vous faire passer. C'est que c'est l'été et puis vous cherchez peut-être en ce moment une bonne résolution avant la rentrée. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir là, loin de la pression, du rythme du quotidien du reste de l'année à comment vous pourriez vous organiser tout au long de l'année. Et j'ai une très bonne idée de résolution à vous suggérer. C'est tout simplement de soutenir Tech Café sur patreon.com/Tech
techcafé. J'imagine que c'est peut-être quelque chose que vous avez envisagé depuis un moment. Vous n'avez pas le temps, le reste du temps, vous y pensez pas forcément, vous n'en avez pas forcément toujours la possibilité dans votre quotidien frénétique. Là, vous êtes probablement dans des conditions où vous pouvez maintenant prendre 30 secondes ou même vous faire un rappel pour le faire un petit peu plus tard pour aller vous inscrire sur patreon.com/techcafé. Si vous avez besoin d'une veille tech qui soit, on espère, complète, sérieuse, mais distribuée dans un format qui soit cool et surtout qui vous permette de faire un certain nombre de choses en même temps, par exemple en préparant votre barbecue, en faisant vos valises ou en flânant à la plage, Tech Café, c'est peut-être pile ce qu'il vous faut. Et puis, si jamais ça vous manquerait, si ça disparaissait, je vous invite à faire partie de celles et ceux qui font en sorte que ça ne s'arrête pas en vous inscrivant sur patreon.com/techcafé. Vous vous assurez de l'avenir du podcast et puis vous pourrez écouter les épisodes sans la pub. Et si vous n'êtes pas prêt là tout de suite à utiliser votre carte bancaire, c'est pas grave, vous pouvez aussi vous inscrire à la version gratuite de la page Patreon. Vous avez déjà quelques infos en exclusivité et puis vous aurez peut-être même des offres automatiques de Patreon pour vous abonner à des tarifs encore plus avantageux. Sachez aussi qu'il y a un abonnement qui intéresse une partie d'entre vous, qui est l'abonnement annuel avec des réductions qui sont assez intéressantes aussi. Allez jeter un coup d'œil, patreon.com/techcafé. On continue à parler de quelques sujets un peu sous l'angle légal, avec l'angle des deals un petit peu de cet été. À choisir, Gaëtan, tu es un grand utilisateur d'Instagram, n'est-ce pas ? Oh oui. Bon, que oui. Bon, est-ce que tu serais prêt à payer Instagram ou est-ce que tu es prêt à donner toutes tes données si tu ne payes pas ? Et surtout, est-ce que tu es prêt à ce qu'on te donne le choix, mais que tant que tu ne fais pas le choix, on te bloque l'accès à Instagram ou Facebook ? En fait, on m'a posé la question sur Instagram. Tu l'as eu ? Ouais, je l'ai eu ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai toujours pas vu, moi. Ou alors, voilà, j'ai accepté de donner mes données. On a besoin de vos conditions. Est-ce que vous voulez payer ou pas Instagram ? Est-ce que vous voulez de la pub ou payer Instagram ? C'est ça le sujet. Ouais. Je ne suis pas encore prêt à payer Instagram. Non, j'avoue que moi non plus. Après, j'imagine que pour un certain nombre de créateurs, la question se pose peut-être plus depuis très longtemps, mais enfin, c'est assez dingue. Et surtout, ce qui est dingue, c'est de vous bloquer l'accès. Et donc, vous avez juste le choix entre payer 7,99 € par mois pour utiliser donc Instagram, Facebook sans la pub, ou continuer gratuitement, mais en acceptant que vos données soient exploitées pour du ciblage publicitaire. Et je trouve que le fait de vous prendre en otage sur ce choix est complètement dingue. J'aurais trouvé ça beaucoup plus logique, voire même plus légal, mais je ne suis pas juriste, mais qu'on vous dise, tant que vous ne payez pas, c'est les conditions précédentes qui s'appliquent, et je ne sais pas, c'est peut-être compliqué. C'est présenté vraiment, il n'y a pas de sous-entendu dans la présentation, effectivement, du message. Effectivement, il n'y a absolument aucun sous-entendu. Non. Et en tout cas, alors juste pour info, le blocage, il n'est pas... complet. C'est le RGPD qui s'applique quand même et vous pouvez agir sur le traitement de vos données, même si vous n'utilisez pas, même si vous payez pas Facebook ou Instagram. Il faut que vous alliez dans l'espace compte, vous sélectionnez préférences publicitaires et puis quand vous êtes dans paramètres de publicité, expérience publicitaire, vous voyez que le chemin est extrêmement intuitif et très simple à trouver, c'est en un clic. Vous avez le choix entre publicité personnalisée ou publicité moins personnalisée et déjà de choisir publicité moins personnalisée, ça supprime pas totalement le suivi publicitaire, d'où le fait que c'est indiqué moins personnalisé, mais ça permet de limiter un petit peu l'exploitation des données. Allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Tu sais, honnêtement, quitte à recevoir des pubs, autant que ce soit des pubs qui soient personnalisées, moi, je trouve. Alors, mais tu sais que c'est le sujet. Des pubs, ouais. mais c'est le sujet, effectivement, qu'on a alors, depuis quelques semaines maintenant. Je me rappelle qu'on en a parlé avec Patrick Béja dans le Rendez-vous Tech, mais c'est fou parce qu'il peut y avoir aussi quelque part des côtés un peu positif à avoir des données qui soient utilisées pour avoir des ciblages publicitaires pertinents. Mais enfin bon, c'est toutes les dérives qu'on peut avoir en tête qui sont aussi problématiques. Encore une fois, je pense qu'il y a plus de personnes qui sont prêtes à ça que de personnes qui sont prêtes à payer pour Facebook, Instagram. Oui. Un autre sujet, qui occupe un petit peu l'actualité tech, je n'irai pas plus loin, Gaëtan, c'est les sites pour adultes qui sont à nouveau bloqués en France. Il y avait eu un blocage notamment de Pornhub et d'un certain nombre d'autres sites dont je ne sais plus lesquels d'ailleurs, mais il y a Pornhub, RedTube, YouPorn qui avaient bloqué les accès en France compte tenu des enjeux qui étaient demandés de vérifier la majorité des internautes. Et ils étaient revenus.
Donc on se disait, ah bah c'est bon, ils ont Ça a pas duré plié. longtemps, Voilà, ça ouais. n'a pas duré longtemps. Mmh. Patatras, ils abandonnent à nouveau la France, qui est à nouveau bloquée pour la consultation de ces sites. Donc voilà, si jamais vous êtes vraiment friand de cette consultation numérique, on vous rappelle que les VPN, voire même que les proxys, qui sont des services même encore plus simples et gratuits, vous permettent d'y accéder assez facilement finalement. Mais il y a quand même cet enjeu de la protection des mineurs qui continue à se poser. Et puis, bah, il y a des solutions. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des espèces de pistes de solutions qui commencent à se manifester. Il va falloir qu'on montre patte blanche. Alors, Gaëtan, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis demandé si on disait carte blanche ou patte blanche. Et en fait, Patte bon, blanche. c'est pas la même expression, je m'en suis rendu Heu, compte. Montrer patte... non, donner carte blanche, c'est tu autorises quelqu'un à faire tout ce qu'il veut avec le cadre que tu donnes. ouais, Et montrer patte blanche, c'est prouver qui de tu es, toi, ouais, rassurer exactement. les autres. Bon, est-ce que tu es... bon, expression désuète oblige, est-ce que tu sais d'où vient l'expression montrer patte blanche? Allez, c'est un chat. Alors, bah, ça pourrait. Non, ça vient de la fable. La farine, non? Alors oui, ça vient de la fable, tu sais, du loup, du chevreau et de la chèvre. Bon, je sais plus. Tu sais où il y a le Bon, chevreau qui trempe. Non, c'est comment? C'est la maman chèvre qui trempe sa patte. Non, c'est le loup. Je vais y arriver. C'est le loup qui trempe sa patte dans la farine pour montrer sous la porte à son chevreau que c'est bien elle, alors qu'en fait c'est le loup. Bon, bref. Bon, OK. excuse-moi, c'était le moment expression désuète, mais vous voyez que je suis bien moins aguerri que Guillaume Poggiaspala sur le sujet. Donc juste pour dire qu'il y a des pistes de solutions qui se profilent, notamment la possibilité de mobiliser potentiellement France Connect, qui est cette interface d'utilisation qui permet de s'identifier pour un certain nombre de services, dont d'ailleurs les impôts, la sécurité sociale. Il y a aussi des réflexions qui sont faites au niveau européen avec une application unique qui permettrait à tous les pays de l'Union européenne de s'identifier comme ça. Et il y a aussi des expérimentations en Australie où il y a des doubles vérifications à l'aveugle qui prennent en considération des services de banque notamment pour avoir cette espèce de tiers certifieur. L'enjeu, c'est toujours d'avoir la possibilité de prouver qu'on est majeur sans donner d'informations. C'est un problème, j'imagine, complètement insoluble. J'ai l'impression que France Connect serait peut-être j'en sais rien, la moins pire des solutions. C'est compliqué, hein, je me rends pas compte, je sais pas ce que Et tu utilises, toi, France Connect, Gaëtan, ou pas? Depuis que j'ai changé mes papiers d'identité, maintenant j'ai une nouvelle carte nationale d'identité ainsi que le nouveau permis de conduire, j'ai tout mis en France Connect. C'est Donc c'est France Identité, c'est l'application, ça. ah oui, oui, tu as C'est, raison. Oh t'as là France là. Connect et Non, France oui. Identité, monsieur. Oh, La France est partout. excusez-moi, oui, tout à fait. Non, oui, France Connect, moi j'utilise énormément bah, rien que pour les impôts déjà, mais c'est Ouais. oui, effectivement. Et quand tu vas dessus, bah, tu as impôts, tu as assurance maladie de mémoire, tu as je sais plus quoi, tu as 2-3 trucs. Bref, et donc demain, bah, peut-être que tu auras un truc également Pornhub. Ouais, en vrai, ça s'oriente vers ça. C'est site tiers. Enfin, je sais pas comment ça Ouais, pourrait ouais. s'implémenter exactement, Après, mais je suis pas certain qu'un utilisateur, de ce type de site soit dire: «Est-ce que je vais cliquer?» Enfin, tu vois, quand tu vas cliquer sur les impôts, un truc alors déjà les impôts, c'est douloureux, mais je oui, veux dire, c'est tu vas pas consulter ces sites-là en même temps que les impôts. C'est ça que tu veux dire? ouais, c'est ça, puis tu dis: «OK, qu'on sache que j'ai été me connecter sur les impôts, ça me pose pas de problème», tu vois? Ouais. Et ça peut Au poser peut-être un contraire. problème. Ouais, au contraire, exactement. Bon bref, mais c'est vrai que c'est toujours le même problème, enfin le même problème, le même sujet. Après peut-être qu'à un moment donné, ils vont y arriver, hein, à force de On pas va. que mais pas que pour ces peut-être que pas, je vais y arriver, peut-être pas que pour des sites pour adultes, mais un sujet beaucoup plus global. En fait, de vérification d'identité, non pas personnelle, c'est-à-dire que je ne suis pas Gaëtan, avec à tel endroit, c'est plutôt cet utilisateur-là, on sait que, sur un pseudo ou un numéro, lambda, quoique ça fait la traçabilité. On sait qu'il est majeur, on sait que, j'en sais rien moi, il est éligible à, tel type de, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Commander de l'alcool en ligne? Ouais. Ouais, ça, ouais, Oui, ça, ouais. probablement, oui. Bah, Ouais, les jeux en ligne, les jeux d'argent en ligne. voire même aussi peut-être des séries ou des films qui seraient, trop compliqués, enfin, on revient quand Ouais, même sur le qui droit aurait d'auteur. des classifications sur la violence ou ouais. Ouais, bon.
Tiens, là aussi, je fais ma petite autopromo. J'en parle un petit peu rapidement dans la voix de Guillaume. Merci Gaëtan de me brancher là-dessus sur les contrôles parentaux et les âges qui correspondent au contenu qu'on peut trouver sur les. Donc voilà, je relais mon appel que j'ai fait dans la voix de Guillaume à Netflix parce que je sais qu'ils écoutent Tech Café Gaëtan. Il faut qu'on ait la possibilité d'avoir ce réglage pour les enfants dans un foyer, mais de pouvoir exceptionnellement débloquer un contenu sans avoir à tricher sur l'âge et que ça lui débloque trop de trucs. Ça évitera à votre fils qui regarde Squid Game trop tôt. Voilà. Exactement. On continue avec un deal qui ne se fera jamais, j'ai l'impression, mais c'est celui de la revente de TikTok aux États-Unis. Il n'empêche qu'il y a une application séparée qui a l'air d'être en train de se développer, sur laquelle les Américains pourraient être amenés à migrer, et donc il pourrait y avoir 2 applications TikTok demain. Donc les choses ont l'air, c'est bizarre, c'est parce que techniquement les choses ont l'air de se préparer. En même temps, on n'a absolument aucun signe d'une espèce de volonté de la part du gouvernement chinois d'aller dans le sens de cette action initiée par Donald Trump. Donc tout cela est très étrange et on y voit toujours aussi peu clair. Donc en tout cas, il se passe des choses derrière cette affaire de TikTok aux États-Unis. C'est incroyable cette affaire. Enfin, c'est interminable. Je ne sais pas si on aura un aboutissement un jour. C'est une vieille arlésienne. Et puis un sujet qui rebondit sur ce que tu mentionnais rapidement tout à l'heure sur Microsoft. J'ai pas compris pourquoi est-ce que cette info remonte maintenant au mois de juillet, parce que c'est une audition qui a eu lieu en juin au Sénat. Donc je sais pas si les journalistes tech légaux qui couvraient ce sujet ont mis du temps à livrer leur copie. Je sais pas ce qui s'est passé, et puis voilà, je me mets dedans hein, parce que si le sujet vraiment m'intéressait au point que je le suive au plus près, ben, j'aurais peut-être consulté cette audition qui était publique dès le mois de juin. Bon, peu importe, je le relaye parce que là aussi, c'est remonté dans la veille de ces derniers jours. Il y a un directeur, il y a le directeur juridique de Microsoft France qui s'appelle Anton. Alors, je prononce peut-être mal, j'ai pas envie de dire que c'est Anton ou Anton, ou j'en sais rien, je sais pas comment je dois prononcer. Je vais l'appeler Anton parce que ça fait plus classe et quand tu travailles chez Microsoft, ce côté anglophone est plus sympa. En même temps, c'est Carnio. Comment tu le prononcerais? C'est Anton? Alors, Anton Carnio, oui, ça fait bizarre. C'est peut-être Anthony. Et puis, peut-être qu'il y a une coquille. Mais non, je crois que c'est Anton en plus. Attends, je vais aller tout de suite vérifier parce que ça m'interpelle de savoir comment on doit appeler ce monsieur et puis je lui dois quand même un peu le respect. Non, c'est Anton Carnio. Bon, en tout cas, le directeur juridique de Microsoft France qui a été auditionné et en fait, il a eu des questions pour essayer d'identifier si Microsoft pouvait protéger les données françaises d'une injonction américaine. Donc voilà, les données sont hébergées chez Microsoft, tout va bien. Et en même temps, derrière, on a les serveurs qui peuvent héberger les données en Europe. Donc très bien, Microsoft peut fournir cette prestation-là. Maintenant, on leur pose la question, ok, donc vous avez des données en Europe. Si jamais le gouvernement américain, il vous dit, donnez-moi l'ensemble de ces informations, même si elles sont hébergées en Europe, qu'est-ce que vous faites compte tenu de la législation américaine? Et en fait, il a été très clair et surtout très honnête parce qu'il était évidemment sous serment et qu'il ne pouvait pas faire de bullshit dans sa réponse. Mais il a été très clair sur le fait qu'il ne pourrait pas s'y opposer. Il nous rassure à demi-mot en nous disant que ça n'a jamais été fait et qu'il ferait tout pour que le client soit informé. Mais enfin bon... L'information, elle est là. Gaëtan, j'ai l'impression que les données qui sont hébergées chez Microsoft, elles sont soumises à ce cadre législatif américain. Et ça dit un petit peu tout haut ce qu'on pensait tout bas. Là, il y a vraiment des traces écrites dans des discussions liées au Sénat qui montrent que vraiment, on ne peut pas s'y fier quand même, là, pour le coup. Ouais, mais ça, on le savait déjà depuis un petit moment. Enfin, en technophile averti, on va dire, ça fait longtemps qu'on dit attention, les données sont détenues sur des serveurs américains et ils pourraient très bien avoir un jour un sujet où ils peuvent regarder ce qui se passe dedans. Donc, jusqu'à maintenant, c'était un peu dans le domaine des podcasts tels que le chien ou des sujets comme ça, mais c'était pas au regard du public, du grand public, et encore moins du Sénat ou de l'Assemblée nationale, et encore moins des sociétés qui utilisent Microsoft. Donc aujourd'hui, ça devient une réalité. C'est pas une réalité, ça devient visible. Les gens vont prendre connaissance. C'est acté, quoi. C'est acté. Et ça rentre encore plus. Pourquoi est-ce que l'article ressort aujourd'hui? Il y a peut-être ce sujet de souveraineté numérique qui aujourd'hui est beaucoup plus audible et beaucoup plus importante par rapport au contexte international que ça ne l'était il y a 3-4 ans.
Évidemment. Bon, là aussi, je ne peux pas ne pas faire un petit peu d'auto-promo pour un des récents épisodes de Tech Café que j'ai fait avec Infomaniac et avec Alain Saunier sur notre dépendance aux géants du numérique. Franchement, l'épisode, moi j'ai adoré le préparer, j'ai adoré le faire, j'ai eu plein de retours hyper intéressants. Si vous êtes passé à côté, allez l'écouter. Et quelque chose me dit que non seulement il est intemporel, mais qu'il aura même de plus en plus de sens au fur et à mesure que le temps va passer. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil. On a besoin, Gaëtan, de parler un peu d'appareils, quoi, de trucs de geek. Voilà, on a fait tous les aspects IA, on a fait les aspects législatifs. Maintenant, on passe au dessert et on va quand même calmer peut-être un petit peu les ardeurs. Est-ce que tu as vu cet article qui compare les smartphones à quelque chose d'autre sur le plan de l'évolution, sur le plan biologique? Alors, je ne l'avais pas vu, mais dans la préparation de l'émission, comme je suis quand même un peu sérieux, j'ai Quelqu'un de regardé vite consciencieux fait. quand même. Exactement. Donc maintenant que je l'ai vu, exactement. Et très intéressant, étonnant. Enfin, Alors, bon, moi, j'avoue que ça m'a fait un petit effet waouh qui permet de prendre du recul. Sur plein d'aspects d'ailleurs, mais c'est un article qui a été diffusé sur The Conversation, alors qui est relayé là par Numérama et qui est repris pour bonne partie des propos, qui compare le smartphone, et qui ne compare pas même, qui décrit le smartphone comme étant un parasite pour l'humain, pour l'espèce humaine. C'est hyper intéressant. Juste un petit mot sur ce que c'est qu'un parasite. C'est un truc qui dépend d'un autre organisme pour vivre. Et effectivement, d'un point de vue simple de la définition, on ne peut pas s'empêcher de considérer qu'un smartphone, s'il existe, c'est en vivant à notre dépens. Il vit grâce à l'existence de l'humain. Et il y a une petite nuance à garder en tête pour différencier ce qui est le mutualisme et le parasitisme. Alors le parasitisme, typiquement, c'est un pouls. Tu l'as dans les cheveux, il te bouffe le sang, il fait des lentes, c'est dégueulasse. Faut acheter des shampoings, faut acheter des pets. C'est une horreur, les poux. Mon fils qui avait les cheveux longs, il avait eu des poux, c'est horrible. Respect aux parents d'enfants qui ont des filles avec des cheveux longs. Ça a été ton cas, Gaëtan, ou pas? oui, oui. Tes filles ont eu des poux ou pas? Oui, c'était Mais assez c'est régulièrement. vache, c'est un Ouais. enfer. En tout cas, fille ou garçon, mais les cheveux Oui, longs, enfin, ouais. évidemment, c'est un sujet. Bon, il s'est coupé les cheveux de fille. Bon, bref, j'arrête mes digressions, mais donc le parasite, tel que le pouls, se sert du cuir chevelu humain pour vivre, et en fait, il nous emmerde, quoi, il nous apporte rien. Après, il y a le mutualisme. Là, c'est encore un petit peu autre chose. C'est un organisme qui va vivre avec un autre organisme à ses dépens, mais qui va aussi lui apporter un bienfait. Donc, quelque part, il y a une espèce de vie en communauté qui est un peu plus positive. Typiquement, on a des bactéries dans notre système digestif qui nous permettent de digérer un certain nombre de choses, qui nous permettent de renforcer notre barrière, notre protection immunitaire. Donc, quand c'est du mutualisme, c'est très bien. Par contre, évidemment, le risque, c'est quand l'organisme apporte trop de désagréments et n'apporte plus suffisamment de contreparties positives. Et tout cela est très documenté dans la biologie. Il y a donc le mutualisme, cette espèce de symbiose de deux organismes. Et symbiose, c'est pas le bon terme, mais vous comprenez que c'est une espèce de dualité positive. Une vie en symbiose. Une vie en symbiose. Et le parasitisme, où il y a un organisme qui vit aux dépens d'un autre. Et en fait, factuellement, quand on regarde la description, le smartphone, au début, ça a pu être un élément qui tendait à améliorer l'humain de manière extrêmement factuelle. Le problème, c'est qu'avec le temps, avec toutes les dérives qu'on peut avoir en tête, sociétales, et donc je ne pense pas forcément à titre individuel, et le problème et la solution ne se situent pas uniquement dans nos usages à titre individuel, mais au niveau de la société, on ne peut que considérer le smartphone comme étant un parasite. C'est compliqué parce que les seuls moyens de se débarrasser d'un parasite, c'est d'intervenir en essayant de le limiter, en essayant de faire une forme de régulation, comme ça peut être le cas pour certaines espèces. Est-ce qu'on va y arriver ? J'en sais rien, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais cette analogie m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir comparer cet organisme qu'est le smartphone à un parasite. Voilà, il n'y a pas plus de conclusion que ça à en trouver, mais je trouve ça aussi un petit peu déculpabilisant pour les usages individuels parce que on n'est plus face à un défaut dans notre quotidien, une espèce de dérive qu'on peut avoir. Et on n'est plus dans simplement des comportements, par exemple, d'ados qui passent trop de temps sur leur smartphone à faire défiler des trucs inintéressants, à dormir trop tard, parce qu'ils ne sont pas conscients des enjeux et des dangers,
mais juste l'espèce humaine est face à un parasite. Est-ce que ça te fait le même effet waouh que moi, Gaëtan, ou est-ce que c'est moi qui m'emballe sur ce sujet? Un effet waouh au départ, après une évidence et puis après un gros sujet de réflexion. Est-ce que c'est le smartphone? Est-ce que sont les appli alors oui, le smartphone et les applications qu'il y a dedans, mais tu reviens sur le sujet en fait, ça peut être également des usages personnels. Demain, tu as un smartphone sur lequel tu n'utilises uniquement que ah ouais, attends, ouais. En fait, c'est le fait de pas, je suis en train de réfléchir, en fait, tout ce qui est TikTok et Instagram, par exemple. Mhm, mhm, Passe beaucoup de temps, enfin, donc demain, tu désinstalles Instagram, tous les réseaux sociaux. Tu enlèves juste cette partie réseaux sociaux et tu n'utilises ton smartphone que dans le côté mutualisme, justement. mhm. La bascule, enfin, c'est une vraie réflexion. Vous avez 3 heures, je ralentis parce que là voilà. Non, mais c'est vrai que c'est Et compliqué. pas d'IA, hein, s'il vous plaît. Non, 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 ne développez, n'utilisez pas de deep research pour ça, mais je trouve ça vraiment Mais c'est intéressant. cool d'avoir Ouais. juste cette image qui permet déjà de se culpabiliser et de prendre en compte le fait qu'il y a une dimension sociétale au problème. Et tu vois, moi qui suis pas trop un fervent défenseur de limiter le temps d'écran d'un point de vue État, d'un point de vue légal, tu sais, il y a des propositions de Macron dans ce sens de interdire un certain nombre de trucs. D'ailleurs, factuellement, les réseaux sociaux sont légalement aujourd'hui interdits aux moins de 13 ans. Finalement, je prends tout ça avec plus de considération et j'arrive à comprendre le fait qu'il faut peut-être, face à un enjeu tel que celui d'un parasite, prendre des mesures hyper importantes. Parce que c'est un parasite, en plus, qui amène de l'addiction. Mais C'est-à-dire en que fait, ton oui, smartphone, tu l'oublies à un endroit, tu l'as oublié ou tu as plus de batterie et cetera, ça ouais, peut vite être un élément, stressant, enfin ouais, de vraiment de gêne, forte. Enfin, c'est plus que de la gêne d'ailleurs. Enfin, moi, je parle à titre personnel. bien sûr. Donc j'oublie mon smartphone à un endroit, mais c'est impossible pour moi aujourd'hui ce qui est complètement débile. Mais c'est horrible. Mais tu vois, c'est là où on en arrive à la conclusion que c'est un parasite. C'est que quelque part, comme les poux, c'est pas que tu te laves pas assez, quoi. Tu vois, il y a ce Oui, mythe de oui, dire non, que bien les sûr, poux, c'est les oui. gens sales. En fait, c'est pas nous qui sommes mauvais dans notre gestion de ces appareils. Ils sont trop forts, quoi, pour la société, pour l'humanité. Bon. Quitte à avoir un parasite, Gaëtan, je te propose qu'il soit réparable. Et je Exactement. voulais, avant qu'on passe à la suite, parce que c'est quand même en vrai super cool, toucher un mot du Fairphone 6. J'ai un vrai problème avec les Fairphone, j'ai une vraie relation particulière, c'est que honnêtement, quand je vois ces smartphones, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'en acheter un. C'est vraiment de m'équiper et de me dire je veux vraiment jouer la carte jusqu'au bout. Et comme c'est des parasites et comme je suis depuis longtemps parasité par mes usages, eh ben, je n'arrive pas à passer le pas et à m'affranchir de l'iPhone que j'utilise et de mon écosystème Apple si confortable pour aller tâter ce type de produit. Mais en vrai, je peux pas m'empêcher quand même de souligner le fait qu'ils existent parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont très friands de ce type d'appareil. Et honnêtement, il faut relayer le fait que ce sont des solutions qui existent. Alors, c'est 600 balles quand même, c'est pas forcément donné, mais pour 600 balles, vous avez un smartphone qui a obtenu la note de réparabilité inégalée chez iFixit de 10 sur 10. Donc, en gros, à moins que votre microprocesseur explose, bah, tout est changeable dedans. Et en fait, il commence à être plutôt performant sur le plan de la photo. C'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Il est plutôt performant sur l'autonomie. C'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Il est plutôt résistant en cas de chute. Et puis au pire, il est réparable. C'est pas mal. Il y a ce petit bouton aussi. Alors, c'est pas à nouveau les boutons façon silencieux, mais qui vous permettent de vous couper d'un certain nombre de connectivités en un clic. Et en vrai, ça aussi, pour un parasite, c'est plutôt pas mal. Il gagne un petit peu d'acceptabilité. Et puis, il y a cette petite partie qui est plutôt intéressante dans la dernière version, qui est d'avoir des accessoires où, en gros, vous pouvez changer la coque à l'arrière pour avoir des éléments de coque derrière où vous pouvez, vous savez, pincer vos doigts. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des portes smartphones. Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous savez, c'est les possibilités de les tenir avec vos doigts. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment faire des selfies qui ont ce type Oui, de avec une sorte de coque. bague derrière, ouais. Ouais. Une bague, effectivement, ou la possibilité d'avoir un porte-carte. Et en fait, il suffit de dévisser le truc et de remettre ça. Et puis, il y a toute la communauté, sans doute, des makers qui va pouvoir proposer des trucs. Il y a Android 15 derrière. Il y a un processeur Snapdragon qui est plutôt cool. Il n'y a pas de surcouche de trucs qui sont hyper pénibles. Il y a une autonomie, comme je disais, plutôt correcte. Il y a accès à Gemini avec l'IA. Franchement, tout y est. Gaëtan, qu'est-ce qui fait que, ayant conscience qu'on a des parasites, ayant conscience de solutions qui nous permettraient de mieux prendre le contrôle dessus, on passe pas à l'action de s'équiper de Fairphone, franchement. Réparable à 10 sur 10, Gaëtan. Je sais, mais alors déjà, j'ai découvert que Fairphone existait toujours, je te Ah, remercie. c'est vrai. Ouais, Excellent. bah oui. Bah, en fait, ça fait depuis alors je viens de regarder, c'est depuis 2013 que ça existe. Mhm. Donc ils ont quand même réussi
à garder enfin, à survivre par rapport à cette vague marketing que sont les, Samsung, iPhone et autres consorts. Mmh. Ils amènent absolument enfin leur discours, enfin leur discours, leur communication est axée bien évidemment sur la réparabilité et pas sur la dernière, fonctionnalité, à la hype. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont du mal à se faire une place au soleil et je regardais vite fait les ventes, Ouais, c'est intéressant ça, ouais. si tu prends 2023, alors depuis qu'ils existent, ils auraient vendu à peu près 600 000 smartphones et en 2023, ils seraient à peu près à 100 000 unités, vendues OK. avec un marché qui est enfin apparemment globalement, c'est surtout en Allemagne, que ça se réalise et j'ai comparé juste avec, Apple. Donc Apple au premier trimestre 2024, il a déjà fait 77 millions d'unités. Ouais, non, mais c'est Voilà vrai que la et comparaison est c'est une difficile, hein. comparaison alors c'est une comparaison qui est difficile, le smartphone qui est réparable en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit: «Oui, c'est vrai, pourquoi quand on prend un smartphone, un iPhone, qui coûte plus de 1 000 balles, le truc qui Mmh. tombe, enfin, c'est une fortune et au moins je le répare moi-même et le truc est sympa». Je me suis dit: «Ouais, ça a pas pris, mais ça existe malgré tout toujours». Donc Mmh. peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir un vrai sujet, peut-être même législatif, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ouais. Mmh. ton truc est pas réparable, un peu comme, les primes à voitures électriques ou les pénalités plutôt aux voitures qui consomment enfin qui polluent énormément, pardon. Tu vu d'ailleurs, Apple qui met systématiquement, je sais plus, c'est je sais plus, c'est un indicateur écologique aussi, tu sais, comme il y a sur pour les DPE de A à E. Systématiquement, ils Ouais, mettent de eux-mêmes la pire note parce ils cautionnent tellement pas le fonctionnement et la notation, que Apple, tous leurs produits sont, de la pire note de leur propre aveu. Ils en ont plus rien à foutre, en fait, à ce niveau-là. ouais. On va Non mais, oui? intéressant quoi. Bah, c'est intéressant à suivre et à relayer. Et puis, tu vois, je pense que, par exemple, pour des administrations, qui veulent équiper, les personnes qui bossent avec eux ou des entreprises, je me dis, franchement, des Fairphone, ça le fait, quoi. Au moins, tu sais ce qu'il y a derrière, c'est réparable. Bon, écoute. Ouais. Je voudrais toucher un petit mot de toute la série d'annonces, de la part de Samsung, parce que, bah, là aussi, moi, c'est pareil, vous l'avez compris, je suis pas forcément, consommateur, des smartphones et encore moins des montres, Samsung. Mais en suivant les news de leurs dernières annonces qui ont eu lieu, ces derniers jours, je me suis dit: «Mais franchement, ils ont, des solutions qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper séduisantes, assez novatrices». Et je trouve qu'il y a vraiment toutes les bonnes raisons de se dire, bah tiens, je pourrais tout à fait changer d'écosystème et aller chez eux. Alors, je voudrais vous relayer donc les produits qui ont été annoncés. Il y a d'une part les smartphones les plus visibles. Il y a le Samsung. Attention, tenez-vous bien parce que pour les noms, c'est pas évident quand même. Le Samsung Galaxy Z Flip 7 et le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Donc, c'est les smartphones qui sont un peu sur le même principe que les clapets des smartphones type qu'on avait il y a de ça Motorola, ouais. quelques années, type Motorola. Mais c'est un écran pliant à l'intérieur et vous avez un écran à l'extérieur. Donc, sur le Flip 7, donc la dernière version cette année, vous avez vraiment un écran qui prend toute la façade extérieure et qui entoure même les objectifs. C'est hyper beau. Et à l'intérieur, vous avez l'écran qui se déplie en complet pour avoir un format de 7 pouces, donc plutôt très cool. Il n'y a pas des innovations de dingue par rapport au Z Flip 6, mais il y a quand même cet écran qui prend toute la surface extérieure, qui le rend pleinement utilisable. Donc c'est plutôt cool. Le FE, c'est un petit peu une arnaque, c'est une version moins chère, mais en gros, c'est un Galaxy Z Flip 6 qui a été rebrandé en Z Flip 7 FE. Donc en fait, si vraiment vous voulez économiser mais que vous voulez un pliant, vous avez toutes les raisons de plutôt vous tourner vers un opérateur. Il y a, chez Bouygues, par exemple, il y en a encore aujourd'hui, des Galaxy Z Flip 6. Ça vous coûtera encore moins cher qu'un FE parce qu'on est quand même là sur la barre des 1000 euros. Donc, c'est pas neutre du tout. Ça, c'est pour les formats pliants verticaux. Et puis, il y a surtout la star absolue, le Galaxy Z Fold 7, qui est lui au format livre et qui se plie au format horizontal. Alors, je ne sais plus comment les décrire, mais vous imaginez un livre face à vous, un livre de poche que vous ouvrez en deux. Et la prouesse absolument remarquable de cette nouvelle version, c'est la finesse. Vous avez d'une part un smartphone
ultra fin quand il est déplié. Vraiment, le truc, ça devient un morceau de carton et c'est plus l'épaisseur d'un smartphone. Et en une génération, ils ont fait vraiment des évolutions assez incroyables. Et puis, évidemment, quand il est plié, ça, c'est aussi la contrepartie de la finesse. Eh ben, c'est que c'est pas non plus une brique que vous avez entre vos mains et vous pouvez tout à fait le faire passer pour un smartphone que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien. Il n'est pas plus épais que ça. La charnière devient un truc qui est à chaque fois chez Samsung de meilleur et sur le long terme, ça tend à vraiment être de plus en plus convaincant. Il y a des petits soucis sur la coque, voilà, qui s'abîment super vite. Ça, c'est un petit peu les trucs qu'on pourrait reprocher chez Samsung. C'est toujours un peu vexant d'avoir des appareils qui se griffent et qui s'abîment aussi vite. Mais en tout cas, ça, c'est pour les smartphones pliants, donc ça avance. Apple doit regarder ça du coin de l'œil en préparant, d'après les rumeurs, hein, c'est ce qu'on voit, des futurs iPhones qui arriveraient en pliant d'ici 2026 ou 2027. Et puis, on a les montres qui, là aussi, sont plutôt cool. On a la Samsung Galaxy Watch 8 qui est hyper fine et la Samsung Galaxy Watch 8 classique qui est plus épaisse mais qui a un cadran avec lequel vous pouvez interagir devant. Et ça, en vrai, moi aussi, je l'avais vu sur d'autres montres à l'époque. Samsung Galaxy Watch, d'il y a quelques générations, ils ont abandonné ça, mais je trouvais ça vraiment trop cool d'avoir le cadran qui permet comme ça d'interagir avec l'interface. Ça marche super bien. Et puis, la Galaxy Watch Ultra, bon, il n'y a pas beaucoup de choses sur la version 2025, il y a juste un coloris en plus. Mais vraiment, l'écosystème de Samsung est plutôt cool. Les produits fer de lance, qui sont les smartphones pliants, sont hyper chers. On est sur des tickets à 2000 balles. Et il faut évidemment avoir envie de mettre des budgets pareils sur ce type d'appareil. À noter que très vite, si vous allez sur l'application Samsung et avec certaines offres, vous pouvez avoir quelques économies, mais ça reste quand même des tickets d'entrée pour ces appareils qui sont hyper importants. Mais en vrai, je trouve que voilà, tout ce qui se passe du côté de Samsung est plutôt cool. Et puis, il y a en plus les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Samsung a annoncé que on avait toujours cette crainte qu'ils étaient gratuits pendant 2 ans ou qu'après on allait devoir payer des abonnements. Ils se sont engagés sur le fait que les fonctionnalités par IA ne seraient pas payantes. Elles seraient, tenez bien, là encore, faites bien attention à mes guillemets, mais gratuites à vie. Gaëtan, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de troquer ton écosystème Apple que tu aimes tant pour un écosystème Samsung, franchement? C'est trop cher, voilà. Non. Non, je regardais vite fait effectivement sur le site, ils ont même mis sur le Fold 7 des comparables d'épaisseur avec un écran. Tu peux slider par rapport au S22. C'est impressionnant, hein? Ouais, sauf que quand tu regardes le capteur photo, tout Ouais. à gauche, tu te rends compte que le capteur photo est plus épais que ceux d'avant. Mais ceci dit, blague à part, le truc, il est impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont enfoncé le clou par rapport à c'était les premiers à sortir ce type d'appareil. Et continuent à enfoncer le clou et s'améliorent au fur et à mesure. Donc c'est plutôt bon signe, ce qui te laisse à penser qu'ils en vendent. Ouais, Je sais pas s'ils c'est en vendent vrai. des cartons pleins, mais C'est ils comme en les vendent. Fairphone, quoi. Tant qu'il y en a à vendre, c'est que ça répond à une demande. Alors sans aucune transition, parce que c'est pas du tout les mêmes. La réparabilité là-dessus, bref, bon courage. Et effectivement, tant que t'as pas un Apple qui va se mettre dedans, ce sera. Je me faisais la réflexion aussi en t'écoutant, c'est que j'en ai pas vu beaucoup. Le Z Flip ou des Z Fold, j'en ai vu. Quand je l'ai pas eu beaucoup autour de moi dans les usages au niveau professionnel. Enfin voilà, je regarde beaucoup les gens, leurs smartphones, ce qu'ils ont. C'est mon grand dada de d'essayer d'identifier le modèle. Et sur des pliants pliables, à part ceux qui sont tombés par terre, il y a pas, j'en vois pas tant que ça. Enfin, ça a pas pris une vague. Le parasite pliant, voilà, on va faire comme ça. Le parasite pliant. Le parasite pliant n'a pas encore dépassé le parasite classique, quoi. Exactement. Mais bon, ça, malgré tout, technologiquement, par rapport à l'épaisseur, tout ça, c'est magnifique, quoi. Moi, j'en ai, je suis peut-être biaisé, hein, mais j'en ai vu quand même pas mal, notamment dans des environnements de type concert, chez des amis, dans la famille. J'ai croisé plusieurs personnes et à chaque fois, les personnes sont hyper enthousiastes, quoi. Et je reconnais que quand tu as une telle surface entre les yeux, devant toi, tu as une surface de travail qui est géniale, que ce soit une surface très grande ou même cette possibilité d'avoir 2 trucs côte à côte qui sont plutôt cool. Moi, je suis convaincu par rapport à ça. Je te rejoins effectivement. Je disais, en fait, c'est pas la majorité. Ouais, bien sûr. Nous, t'en vois quelques-uns. Mmh. J'ai même moi un collègue qui avait ça et puis en fait, il a changé. Il est repassé sur un smartphone. Ah oui? Ouais. Il est revenu en arrière. Il est revenu en arrière sur un truc beaucoup plus grand, mais non pliable parce qu'il disait avec le temps, ça s'abîmait.
OK. Donc en fait, il y a un sujet de durabilité et d'usage finalement pas enfin, mais après c'est très, très personnel après tout, Oui, c'est bien pas sûr, c'est les expériences de chacun. Bah, en tout cas, ça continue effectivement plus que jamais et puis non, les montres là, elles sont plutôt cool aussi. ouais, ouais, ouais. Si, Ouais. elles sont plutôt cool. Oui, elles sont cool. Allez, bah, pendant qu'on parle un petit peu d'Apple, juste un petit mot, mais il y aura pas grand-chose à en dire pour vous parler de la saga de l'été sur, Liquid Glass. Vous savez, hein, cette nouvelle interface, qui arrivera sur, Ou les pas. systèmes d'exploitation d'Apple. On a de bonnes raisons d'imaginer que ça va venir quand même à la rentrée. Après, à savoir sous quelle forme, parce qu'évidemment, les premières, versions de test de iOS notamment, ont fait l'objet de pas mal de critiques sur la lisibilité. C'est très beau, mais on voit rien et donc bah, Apple essaye de corriger un petit peu le tir. Et alors, moi, je sais pas, mais à quel moment est-ce que les types chez Apple, les personnes qui sont derrière le développement, vont se dire, ok, bon, on a compris, c'est bon, il faut juste installer un petit curseur pour régler la transparence. À quel moment ils vont se dire ça, franchement? Ça devient insupportable qu'Apple fasse des choix unilatéraux en ne laissant pas la possibilité à l'utilisateur d'ajuster les choses. Ce serait tellement plus simple, ça leur réglerait complètement le problème, non? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Effectivement, mais en fait, ce qui est pour moi, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que ça fait quand même une deuxième conférence où ils annoncent un produit, enfin, une solution, quelque chose, qui finalement ne va pas aboutir ou sortir tel qu'il a été présenté. Alors je parle de Siri, mais bien évidemment l'année dernière, le fiasco Siri. Mais là, en fait, ils disent: «Voilà, on va faire une super interface, Liquid Gas, quelque chose de magnifique, vous allez voir, c'est top» et au fur et à mesure des bêtas, bah non, vous êtes pas content, bah, je commence à rectifier mon point de vue, enfin ma nouveauté ou du moins sur ce dont j'étais sûr. Donc soit ils assument absolument pas, enfin, c'est des décisions ou des arbitrages, des voies qu'ils veulent prendre qui sont totalement au hasard. Allez, on lance ce truc et on verra bien comme ça comment ça se déroule et comment ça se vit. Ou alors au contraire, c'est non, on est convaincu que ça, mais on a tellement peur maintenant d'un retournement de situation vis-à-vis du grand public que, ben, on n'assume plus aucune décision. Ouais. C'est très bizarre. Enfin, Mm, alors j'ai pas testé les bêtas et cetera, j'en sais strictement rien, mais mm. ou alors ils ont fait une bêta qui était, donc ils ont lancé un truc en disant: «C'est super, j'ai une super idée, on va faire un truc transparent» et sans rien tester du tout et là aussi c'est très embêtant. Ou alors, enfin, dans tous les cas, par rapport à un Samsung juste avant, pardon, où ils font des super produits et cetera, on n'entend pas de problème de Samsung qui dit: «Je teste un truc, non, je fais Mm, marche arrière, mm. je le plie T'as pas, je le fais raison. plus». Voilà, ils assument le truc, ils déroulent. Ouais. Ouais, j'avoue qu'il y a quelque chose de peut-être, plus cohérent et plus simple effectivement, chez un Mmh. Samsung. En l'occurrence, moi, j'étais hyper chaud patate quand je voyais les interfaces d'Apple et je me disais: «Waouh, ça a l'air magnifique, vraiment j'adore». Mais effectivement, quand tu commençais à voir les rendus, tu te dis: «Ouais, mais c'est pas très utilisable». Après, il y a un point qu'il faut garder en tête, c'est que Liquid Glass, c'est pas que ces effets de verre Oui, transparent, il y a aussi toute l'organisation des différents boutons et des différents comportements. Ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça plaît et que c'est quelque chose d'un peu validé sur le principe. Leur enjeu numéro un, c'est la lisibilité. Ils peuvent pas, étant Apple, sortir un truc qui ne réponde pas à des enjeux d'accessibilité pour le grand public, tout à fait. parce qu'on sait qu'ils sont très bons là-dessus et ce serait vraiment perdre une flèche très importante dans leur carquois. Je sais pas si mon image est bonne, mais en tout cas, je l'assume, moi, monsieur. Je l'assume. Et puis Apple qui, au passage, poursuit en justice le YouTuber qui, justement, avait contribué à leaker cette interface Liquid Glass qui allait arriver. Il y a eu toute une partie d'analyse et de saga, là aussi, sur la manière dont le YouTuber a récupéré les infos et a eu accès à des copies d'écran. C'est pas à la hauteur de l'iPhone qui avait été Lié. récupéré dans un bar, je sais plus, Ouais. mais enfin, c'est intéressant à suivre aussi. Et effectivement, le YouTuber est allé peut-être un petit peu loin. Enfin, on ne sait pas quel est le rôle de chacun, mais Apple n'est pas content en tout cas, ça c'est clair. Un point là aussi de détail d'usage, mais qui est assez cool chez Apple, c'est, je sais pas si tu t'es déjà posé la question Gaëtan, comment ça se fait que ton appareil, il est plutôt à jour dans la boîte quand tu l'achètes. Enfin, je sais pas, tu t'es jamais demandé comment ça se fait que, par exemple, ton iPhone, il n'avait pas une vieille version d'iOS au moment où tu l'achetais. Parce que quand je l'ai commandé, ils disent: «Ah, Gaëtan vient de commander un iPhone», ils le prennent, ils le mettent à jour, ils le mettent dans la boîte, ils Ah oui, scotchent c'est rien ça. que pour moi et ils me l'envoient Ben, c'est ça. avec les petits lutins, hop là.
C'est ça. Bon, en fait, je suis pas certain que ça réponde à l'enjeu systématique de toujours mettre à jour les versions, mais enfin, en tout cas, ça permet de prévenir des bugs liés aux premières versions sur des variantes, par exemple, d'iOS. Mais il y a un service, une fonction qui s'appelle Presto chez Apple. En fait, ça existe depuis 2024 qui permet de mettre à jour un iPhone sans même le sortir de la boîte. Donc, tu poses la boîte à côté du truc et puis le truc le réveille, l'allume, le met à jour, l'éteint. En fait, en vrai, c'est cool, quoi. C'est plutôt chouette. Tu sais ce que ça rappelle? Dis-moi, La grande théorie, qui est jamais sortie, comme quoi un jour un iPhone sortirait sans bouton. aucun bouton et sans aucune prise. Donc Bah, en après fait, oui, non, mais c'est sûr, parce qu'en plus, j'imagine que selon comment il est positionné dans la boîte, on pourrait très très vite imaginer de pouvoir le charger par induction. Bon, ça ouais, entretiendrait cette théorie-là, effectivement. Mais juste, je mentionne ce sujet parce qu'au-delà de ce service, il y a dans la dernière bêta de macOS 26 des fichiers qui indiquent que les Mac aussi pourraient profiter de cette technologie. Et en fait, c'est marrant parce que cette technologie, elle dépend de certains composants matériels, notamment de la puce NFC d'une réserve d'énergie. Et ben, par exemple, les Mac, ils en ont pas. Et ouais, donc, on se demande comment ça pourrait marcher. Et il y a une autre info, type rumeur, type projection des appareils Apple qui est à mettre en parallèle. C'est celle d'un composant un peu mystère qui est identifié pour les prochains tout, en fait, les prochains tout de chez Apple, les prochains iPhone, Apple TV, HomePod mini, et qui aurait une puce. Et on ne sait pas à quoi elle sert. A priori, elle servirait à de la connectivité. Son nom de code Proxima. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre les deux, moi, de mon côté. Mais en tout cas, il y a des choses à surveiller, ah! quoi. Moi je pensais plus peut-être à la nouvelle version de l'AirTag. Ah, très bien. Ouais, effectivement, il y a Comme ils des sont rumeurs partout. aussi de mise à jour de Ah l'AirTag. après, c'est Ouais. une supputation totalement personnelle, hein, ne prenez pas ça comme, Maintenant que tu viens de donner ta théorie, je souscris beaucoup plus à ta théorie App que la App mienne. Apple, ne m'attaquez pas en justice, si c'est vrai, c'est un coup de Non, pompe. ça devrait pas, ils vont quand même te Ouais, laisser tranquille, t'es bienveillant, je ouais, pense. exactement. Et un dernier mot pour dire qu'il y aura peut-être une fusion de parasites à l'avenir, puisque ils ont annoncé chez Google, pour le coup, la fusion de Chrome OS avec Android. Donc, exit Chrome OS, et peut-être Enfin, qu'on n'aura que du Android pour faire tourner ces appareils-là. Ouais, enfin, ouais. tu sais à quoi ça fait penser? Ah, au CKB Show, le podcast qui parle de Chrome Oui. OS. Non, mais ça bien sûr, non, ça, salut Nicolas. Non, c'est pas ça du tout. Ça fait penser aussi à la rapprochement qu'ils ne feront jamais entre macOS et iPadOS Ouais, effectivement. et qui va de plus en plus. Ouais, c'est sûr que parfois on pourrait se poser la question. On voit encore hein, les différences à ce jour, mais tu pourrais te dire demain, il y aurait vraiment matière à faire un seul et même truc qui tournerait pour les deux. Écoute, on verra. J'en profite sur les histoires de procès et de dangerosité de chaîne YouTube pour passer à notre café après le dessert pour quelques micro-infos jeux vidéo avec un YouTuber qui a testé des consoles qui sont des consoles qui sont fabriquées en Chine. Il y a les Anbernic qui sont bien connus. Aussi, dans l'article sont cités les Powkiddy et les TrimUI. En gros, l'idée, c'est d'avoir des petites consoles qui permettent de vous faire du rétro gaming et qui vous permettent la compatibilité de jeux Super NES, Nintendo 64, GameCube, PSP, etc. avec plusieurs milliers de jeux. Ils vous promettent la compatibilité, mais en fait, c'est subtil, mais en fait, quand vous achetez la console et que vous l'ouvrez, ben, en fait, les jeux sont déjà préinstallés, les ROMs sont déjà dans la console. Alors, bon, moi, je me dis comment c'est possible légalement, surtout face à des sociétés comme Nintendo. Mais bon, à la limite, j'ai l'impression que ça continue à pouvoir être commercialisé grâce à pas mal, notamment de sites chinois. Mais le pauvre youtubeur qui a fait le test de ces produits-là en les ayant achetés se fait attaquer lui-même pour piratage. Donc ça, je trouve que ça va peut-être un petit peu loin pour le coup. Il y a ce souci effectivement de la distribution de ROM de manière illégale. Et honnêtement, quand le cadre légal n'est pas respecté, bah, il y a toute bonne raison que ce soit attaqué en justice. Mais que ce pauvre youtubeur se fasse s'attaquer parce qu'il teste des produits, ça montre à quel point youtubeur, c'est un métier dangereux, Gaëtan, tu vois. Fais Exactement, mais attention. c'est ça, ouais, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. Non, parce d'autant plus qu'en plus, il teste le produit, mais il n'explique pas comment installer. Ce sera encore, voilà, vous prenez une console, je vous explique comment craquer votre console C'est pour clair. installer des ROM, et cetera. Ça, c'est autre chose. Et en plus, il est attaqué par la justice, enfin, par les autorités italiennes. C'est même pas Nintendo ou une marque, quelconque qui l'attaque. C'est directement l'État, italien. Ouais, Complètement. sympa.
Je pense que je vous mettrai en lien dans les notes de l'épisode de quoi consulter, ce dont je vais éviter qu'on parle trop en long, en large, parce qu'en plus c'est une restitution que j'ai eue suite à nos propos sur le PSVR 2 dans un précédent épisode. On a été très critique sur le PSVR 2. Moi perso, je change pas forcément d'avis et je pense que Sony, c'est pas le cœur de leur sujet et qu'ils vont pas développer l'écosystème PSVR 2 massivement. Mais pour autant, il y avait quand même pas mal de nuances à apporter. Et comme je suis pas ni possesseur ni connaisseur, utilisateur de PSVR 2, je m'en remets à lui. Et il soulignait le fait que l'écosystème s'était quand même vachement développé et que les propos qu'on tenait étaient pas mal à nuancer. Donc je vous mettrai sans doute quelque chose dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez prendre connaissance de son retour. Je veux pas le détailler là parce qu'on a un épisode qui est finalement beaucoup plus long que je ne le pensais. Mais vous aurez comme ça la possibilité de compléter votre avis sur le PSVR 2. Et peut-être que ça vous convaincra d'en acheter ou que ça vous rassurera si vous en avez un. Allez savoir. Gaëtan, merci infiniment de m'avoir accompagné sur cet épisode de Tech Café Estival un peu particulier. On essaye de donner l'essentiel de l'actualité des nouvelles technologies aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils puissent avoir le maximum d'infos. Et en même temps, il y a d'autres épisodes qu'on met à disposition dans le flux du podcast Tech Café. Mais en tout cas, un grand merci pour t'être prêté à l'exercice une fois de plus en cette période estivale. Et je pense qu'il est grand temps, Gaëtan, que tu dises où on te retrouve. On peut me retrouver sur YouTube en Italie. Ah oui, enfin, attention à toi quand même, hein. Va chercher un bon avocat. Ni à un concert de Coldplay. Donc plus sérieusement, donc sur la chaîne YouTube Coty Geek et sur le site cotygeek.fr, puis vous avez plein de liens et puis voilà, vous me retrouvez un peu partout. De la vidéo et du son. Merci beaucoup Gaëtan. Exactement. Merci. Je suis Guillaume Vendée. Peut-être que vous pouvez me retrouver le plus simplement du monde en écoutant La Voix de Guillaume. C'est mon blog audio. Et puis, j'ai comme travaux d'été de mettre à jour mon site guillaumevendée.fr. Mais en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Instagram, Threads, Mastodon, Blue Sky. Je mets la même chose sur Threads, Mastodon et Blue Sky, donc pas de panique là-dessus. Après, je réponds qu'à un seul endroit, mais je mets la même chose au départ partout. Et puis, bien entendu, vous pouvez me retrouver et discuter avec moi, mais vous pouvez aussi discuter entre vous et discuter même avec Gaëtan sur Discord, techcafé.fr/Discord. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao, bye.